Moi, je suis un entrepreneur, où il y a le terme récidiviste que je pique un peu à Mathieu Stéphanie, que je trouve un peu marrant, où en gros, j'ai monté pas mal de projets dans ma vie. J'ai commencé quand j'avais 17 ans et j'ai monté 2 boîtes de cash, donc une d'événementiel que j'ai revendue et une de community management que j'ai refermée parce que je l'avais fait avec mon ex, donc du coup, bon, pas, pas une très bonne idée. Et après, j'ai monté le Crayon qui occupe aujourd'hui 80% de mon temps, qui est trois choses. Donc c'est le Crayon, c'est le premier média de débat digital des jeunes. Donc ça veut dire que ça représente aujourd'hui plus de 750 000 abonnés sur les réseaux sociaux et ça va d'invités comme des influenceurs politiques de droite ou de gauche, la première ministre Elisabeth Borne jusqu'à Alexis Corbière ou Jordan Bardella. Donc c'est un peu tout cet écosystème politique. Il y a Le Pinceau, qui est une agence de création de contenu et d'influence pour les entreprises. Donc en fait, nous, on permet aux entreprises en fait, de créer de l'acquisition et de la notoriété massivement grâce aux influenceurs ou au contenu. Et c'est le sujet du jour, Le Surligneur, qui est une agence de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs et les dirigeants et les C-level de start-up. Donc voilà, en gros, la manière dont ça se passe le personal branding, il y a deux trucs. C'est la création de contenu, donc en ghostwriting, et il y a l'accompagnement stratégique, donc de ce que nous on a appelé une ligne éditoriale. C'est-à-dire en fait comment je concevrais mon contenu si j'étais en fait moi-même un média. C'est un peu l'ère des solo médias, mais on aura le temps de revenir dessus. Mais c'est là-dessus, nous, c'est ce genre de thèse sur lesquelles on s'appuie énormément, et on montrera quelques exemples. Parallèlement, même je le mentionne juste pour ceux qui ont vu ces projets-là passer, mais j'ai monté une application avec des potes pendant la présidentielle qui s'appelle Élise, qui était un comparateur de programmes pour la présidentielle, qui a fait grand bruit. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont téléchargé, et qui a fait 3,6 millions de téléchargements en 3 mois, 3 mois et demi, donc c'était assez dingue, couverture de presse et tout, assez ouf, qui a d'ailleurs contribué, nous, à la manière dont on a aussi créé notre réseau dans les médias. Plus récemment, j'ai monté une soirée d'entrepreneurs avec des potes qui s'appelle la Founders Night, qui en gros réunit les entrepreneurs. La dernière soirée, on l'a faite à la Cigale où il y avait 850 entrepreneurs. La prochaine sera le 8 décembre pour ceux que ça amuse de venir. Voilà, c'est vraiment faire des rencontres sociales et business entre entrepreneurs. Donc voilà. Petit point sur... ouais, depuis que j'ai fait la presse, on a même pris 100 000, bref. Et en fait, tout le rapport que moi j'ai avec les réseaux sociaux à la base, c'est pas du tout un rapport d'expertise ou de nerdchi depuis que j'ai 12 ans. Moi, j'étais un dingue de YouTube et c'est par là que j'ai commencé. Je voyais YouTube en fait comme une forme de Netflix gratuit. Et après, je suis allé sur les réseaux sociaux, notamment en fait quand j'ai vu les Américains voir la pleine puissance de certaines personnes être prises sur le grand public. Je vais en citer deux qui me paraissent être les plus simples dans ce niveau-là. MrBeast, qui aujourd'hui a une chaîne YouTube qui vaut plus d'1 milliard. Ça se pose quand même là en termes de puissance économique. On parle quand même d'un YouTuber à la base. Et donc du coup, lui a réussi à créer des projets grâce à son personal branding, mais plus grâce à son contenu. Vous n'êtes probablement pas tous amenés à devenir des créateurs de contenu à part entière, donc ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Et surtout, et c'est lui pour le coup peut-être le meilleur exemple de ça et qui moi m'a fait ce déclic-là sur le personal branding, c'est Gary Vee, Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un mec qui a monté tout un tas de business, mais qui, en gros, pour vous la faire très courte, il était sur Facebook en 2012, il était sur LinkedIn en 2018, il était sur TikTok en 2019. Il a compris le truc, et à chaque fois, il a senti le réseau social avant que les autres le sentent. Et donc, du coup, il a vraiment eu cette grosse patte. Et lui se servait de son personal branding pour sa boîte qui s'appelle VaynerMedia, qui est une entreprise un peu comme Le Pinceau ou Le Surligneur, donc une entreprise de marketing, de contenu et d'influence, qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc son personal branding, à mon avis, est assez utile pour signer des deals, même si jamais ça reste dans des industries assez similaires. Donc voilà, la majorité d'entre vous ne sont pas dans l'industrie du contenu pur et dur, même si je pense que vous avez tout intérêt à consacrer votre personal branding au-delà même, on va dire, de votre projet à part entière. Essayez d'en faire quelque chose qui vous suivra toute votre vie dans ce projet-là, dans ceux qui seraient annexes, voire même dans les suivants, si ça se passe trop bien ou trop mal. Et donc du coup, c'est vraiment important que vous voyez ce truc-là comme une entité globale en fait, de votre scope business. En fait. C'est quelque chose que vous pouvez réussir à avoir qui gravite autour de vous et qui vous sert de levier d'opportunité. En plus de levier business très premier degré, très pragmatique, c'est-à-dire je signe des clients grâce à mon personal branding, il y a aussi une question plus globale de quelles opportunités ça peut me faire tirer. Là, aujourd'hui, typiquement, je ne suis pas clairement en train de signer un client. Peut-être qu'il y a des gens qui seront intéressés par nos services après, mais je ne suis pas en train de signer un client. Je suis en train d'avoir une opportunité business par mon personal branding. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va beaucoup plus loin que juste j'ai un inbound de je veux te donner de l'argent pour ton service. Ça va arriver, mais ça sera globalement 20, 25, 30% du trafic que vous allez réussir à provoquer. La majorité du trafic que vous allez réussir à provoquer, c'est des rencontres auprès de partenaires ou juste de gens qui sont curieux de votre produit, des conférences ou des opportunités médias. Mais les opportunités médias, on aura le temps d'en reparler en deuxième partie.
Et plus globalement, ce que moi j'appelle, pas moi en particulier, mais ce qu'on n'en parle pas du tout assez en France, mais ce qu'on appelle un top of mind, c'est-à-dire j'ai besoin de ce service, j'ai besoin de ce produit, quelle est la première personne auquel je pense quand je veux ce produit? J'ai besoin d'une pâte à tartiner, tout le monde va aller voir Nutella. Pourtant, il y en a facilement une vingtaine, une trentaine de marques qui font des pâtes à tartiner. Mais c'est pour vous donner quand même à peu près un aperçu de ce qu'est un top of mind. C'est vraiment important parce que quand on a identifié un besoin pour soi, parce que la majorité des dépenses sont quand même faites dans le business, sont quand même faites parce qu'on ressent un besoin, c'est parce qu'on pense à une personne en premier. Et si on pense à une personne en premier, ça aide énormément d'avoir été personal brandé parce que beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de dirigeants passent du temps sur LinkedIn et c'est justement là qu'on va essayer de les capter. Je vais beaucoup parler de LinkedIn parce que j'estime qu'Instagram et TikTok, pour toute boîte qui n'est pas B2C, c'est extrêmement limité en termes d'intérêt par rapport au temps qu'on y passe. Et je vais parler de LinkedIn notamment parce que ça ne nécessite pas du tout de montrer sa tête ou de se mettre en vidéo, ce qui est quand même un frein pour, je l'ai vu, 80-90% des gens. Ce qui est d'ailleurs un truc qui m'étonne toujours autant. Mais voilà, LinkedIn, il n'y a pas besoin. LinkedIn, c'est vraiment du pur écrit. On en revient à une forme de blog ouvert à tous, quoi. Donc du coup, je vous parlais de stratégie éditoriale. Moi, la logique, quand je parle d'éditorial, c'est... déjà, je viens du média, donc fondamentalement, c'est moi ça qui me passionne le plus à la base, mais c'est surtout que je me suis rendu compte que c'est ce qui permettait auprès des gens qui vous regardent de comprendre ce que vous faites. Parce qu'une ligne éditoriale, en fait, c'est comme un tronc. C'est-à-dire que ce tronc-là, c'est celui qui va porter toutes vos prises de parole. Et en fait, on peut voir vos prises de parole comme des branches ou des feuilles qui émergent de ce tronc central. Mais dès que vous sortez de ce tronc central trop, vous risquez de faire perdre les gens sur votre message et de ne plus comprendre en fait qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Sur le crayon, par exemple, vous avez bien vu qu'on avait 3 verticales. Si je passe tous mes posts à parler des 3 verticales différentes, on ne comprend plus rien. Donc du coup, comme on est 4 associés, on a un associé par verticale et moi qui parle plutôt de la boîte au global. Comme ça, chaque associé n'est pas là à aller parler, on va dire, de la verticale de l'autre, ce qui brouillerait complètement le message. Sixtine, qui est du coup mon associé sur le surligneur, ne parle que du surligneur ou de personal branding ou du fait de se vendre, ou le fait d'exister, le fait d'incarner en tant qu'entrepreneur sur les réseaux sociaux et dans les médias. Antonin, qui est le rédacteur en chef, n'en parle pas. Il n'en parle même jamais. Il s'en fout complètement. Parce que si jamais il en parle, les gens qui suivent Antonin pour parler médias, ils ne vont pas comprendre pourquoi on parle de ça. Ceux qui suivent Sixtine pour parler personal branding, si elle parle de Louis Boyard et de Cyril Hanouna, par exemple, quel est le projet en fait? On sait plus ce qu'on suit. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier, et LinkedIn est très vrai par rapport à ça, LinkedIn, on suit les gens d'abord et avant tout parce qu'ils vont nous inspirer ou nous apporter de la valeur. Très peu de gens suivent des gens sur LinkedIn par divertissement. Et donc du coup, il faut se méfier en fait de ce biais qu'on a quand on regarde le contenu, notamment YouTube, TikTok, Insta. La majorité des contenus YouTube, TikTok, Insta sont du divertissement. Et LinkedIn, ça ne va pas être le cas. Et donc du coup, c'est important de se rappeler de ça, parce que LinkedIn, les personnes que vous allez le plus suivre, en tout cas je le dis à titre personnel, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, c'est surtout des gens qui vont nous apporter de la valeur par rapport à notre business. C'est d'ailleurs pour ça que le feed LinkedIn d'un développeur va être extrêmement technique, là où le feed LinkedIn d'un marketeur va être extrêmement, on va dire, créatif. Et c'est parce qu'en fait, on correspond à des typologies différentes. Un dev peut très bien se renseigner sur le marketing, évidemment, tant mieux, il grandit sa culture, il est plus pertinent, il peut intervenir en réunion, c'est cool. Mais à la fin, on va le juger si jamais il a développé un code solide et fonctionnel. Un marketeur peut très bien se renseigner en code. Il peut parler avec ses équipes, mieux comprendre, essayer d'aligner les deux. Mais la réalité, c'est qu'on va le juger sur sa capacité d'acquisition et de branding d'entreprise. Et donc, c'est important de bien spécialiser là où vous êtes censé être. Et si jamais vous publiez vous-même et que votre but, c'est de vendre, soyez bien certain que votre job au sein de votre boîte, c'est celui d'être commercial ou d'être au moins une personne qui est censée signer des deals. Parce que c'est très compliqué, si jamais les gens commencent à apprécier votre personal branding, de caler un call avec eux, mais en fait, ce n'est pas vous dans le call. Et ça, c'est très très compliqué. Et les gens risquent de le prendre mal. Et vous allez avoir des conversions beaucoup moins bonnes. Et je le dis parce que ça nous est arrivé, nous. Pas mal de gens ont calé des calls du surligneur avec moi. Et au début, quand on était vraiment, en plus, on avait vraiment une acquisition commerciale dingue, on avait énormément de calls clients. Du coup, moi, j'avais plus le temps de les gérer parce que j'étais sur d'autres verticales du coup, de la boîte globale. Du coup, je les envoyais à Sixtine qui s'occupe du surligneur. Et 2-3 personnes ont churn quasiment pendant le call parce qu'en fait, ils n'étaient pas en train de me parler à moi. Et qu'ils avaient des questions d'ailleurs sur Elise ou la Founders Night qui n'avaient rien à voir avec le surligneur. Mais du coup, ils ont eu cette déception-là. Parce que quand on suit une ligne éditoriale et un personal branding, on suit une personne. Et c'est là où il faut ne pas se prendre pour Combini.
Quand on parle à Combini, on parle avec le community manager, le patron, le rédacteur en chef ou le journaliste, on s'en fout complètement. On parle à Combini, on parle à une entité, on sait que ça peut être différentes personnes qui vont nous parler. Si on parle à une personne, c'est vraiment important de se rendre compte qu'il va y avoir aussi un affect derrière ça. On a envie de parler à cette personne-là. Et la déception sera grande. Donc faites attention aussi à qu'est-ce que vous allez chercher sur LinkedIn. Quels gens vous voulez qu'on vous contacte? Quel inbound vous espérez avoir? Évidemment, n'importe quel entrepreneur, peu importe sa zone d'expertise au sein de la boîte ou sa zone d'action au sein de la boîte, tout le monde a envie de recevoir un inbound avec j'ai envie de signer un contrat à 1 million. En revanche, si jamais le contrat à 1 million il va nécessiter des longues négociations et que vous n'êtes pas la personne avec qui la personne va négocier, ça comporte un risque. Et donc, du coup, il faut vraiment que vous ayez ça à l'esprit. Sur LinkedIn, il n'y a pas que du business pur et dur de sales à aller chercher. Il y a beaucoup d'autres choses. Et donc, du coup, identifiez-le. Et si vous avez des personnes dans vos équipes, si possible au plus haut de la hiérarchie de la boîte en vente, c'est ces personnes-là que vous devez mettre en personal branding vente. Après, vous pouvez vous refaire les dossiers. Je dis ça, je fais exprès d'être un peu radical pour que vous compreniez l'idée derrière. Mais quand je refile encore aujourd'hui beaucoup de call à 16 qu'on close aussi en surligneur. Donc, ce n'est pas une vérité absolue. Je le dis juste parce que c'est important que vous compreniez qu'un personal branding, c'est connecté à la boîte, mais ça n'est pas la boîte. Et c'est vraiment important de l'intégrer parce que ça veut dire que du coup, les gens, quand ils parlent sur LinkedIn, vous avez beau être même, je sais n'importe quoi, Mazzella, le CEO de Blablacar, vous n'allez pas envoyer un message à Mazzella pour aller réserver votre Paris-Marseille. Vous comprenez bien l'idée. Et donc du coup, c'est très compliqué d'aller voir en fait un CEO qui n'a pas du tout le temps de prendre des calls commerciales si jamais c'est lui qui l'a vendu. Et donc du coup, faites bien en sorte de bien le communiquer ça. Mais comme c'est un personal branding, comme c'est de toute façon votre page blanche, vous pouvez le communiquer. Bref, c'était vraiment une petite intro. J'insiste aussi sur un mini détail, mais là je sors du sujet pur et dur. J'étais pas fan forcément des cours magistraux à la fac. Si vous voulez intervenir, poser des questions ou si vous ne comprenez pas un truc, attendez pas à la fin de la séance d'avoir oublié. Posez-les, il n'y a pas de problème, tu vois. Vas-y. Quand tu dis qu'au début, peut-être quand tu es founder, tu fais ton personal branding hyper fort, tu prends les calls parce que tu es au début de ta boîte, mais qu'à partir d'un moment, tu n'as plus le temps de prendre forcément tous ces calls et est-ce que tu passes le personal branding sur la personne qui gère les sales? Est-ce que c'est le petit changer justement toute une ligne éditoriale sur le CEO et de la passer sur le sales, ça devient compliqué. Tu crées un personal branding pour le sales et le tien, tu le réajustes à tes nouveaux enjeux. Quoi, tu repars un peu de zéro pour le sales. Oui, mais sauf que comme tu l'as fait pour toi, tu as testé ce qui marchait sur ton sujet. Parce que le personal branding, les gens sont attachés à vous, mais ils sont attachés à vous par votre contenu. Et c'est là la grande différence avec une star ou un influenceur en fait. C'est que une star ou un influenceur, un Omar Sy, il peut faire du jardinage, on a envie de regarder Omar Sy faire du jardinage. On s'en fout qu'il fasse de l'humour ou qu'il soit acteur. Alors que vous, en tant que créateur de contenu sur LinkedIn pour votre business, si vous nous parlez de jardinage, du jour au lendemain, on n'a plus rien à foutre de ce que vous racontez. Donc du coup, c'est important de le réaligner et de comprendre que si on est CEO d'une boîte et qu'on a besoin de vendre pendant 1 an, faisons du personal branding de vente. Mais si au bout d'1 an, notre sujet, c'est plus la vente, mais c'est le développement, ou c'est les partenariats, ou c'est la notoriété, on a intérêt à réaxer un message un peu plus global, un peu moins pur et dur vente, et du coup de faire de la notoriété de boîte. Et là, les gens viendront vous contacter, et tu diras « Ah ok, je t'envoie quelqu'un de mon équipe, donne-moi ton mail ou ton numéro de téléphone, je t'envoie quelqu'un de mon équipe. » Et là, la personne va le comprendre. Mais au début, si vous cherchez à vendre, vous mettez un lien Calendly, c'est ça, ouais, Calendly, et les gens calent des calls tout seuls, et vous les recevez derrière, tu vois. Il y a quelqu'un qui est là pour vendre et pour closer, et si jamais c'est vous qui parlez, c'est mieux que ce soit vous, en tout cas au début. Mais après, vous pouvez faire évoluer votre personal branding, vous faire prendre une direction. Et si vous avez besoin de faire monter un sales, vous faites monter un sales. Beaucoup de boîtes publient à plus que les fondateurs sur LinkedIn. Imaginez que chaque personne de la BNP poste sur LinkedIn. Il n'y aurait que ça sur LinkedIn, en fait. C'est d'ailleurs même un énorme unfair advantage des startups de pouvoir mobiliser les gens de leurs équipes pour poster sur LinkedIn. Parce que en fait, les employés y voient un intérêt de pouvoir se développer en tant que ressources RH compétentes pour une entreprise, celle actuellement dans laquelle ils sont, la vôtre, voire celle dans le futur. En revanche, à la BNP, ils s'en foutent de la BNP parce qu'ils ne se sentent pas impliqués, parce qu'ils ne sont pas forcément en relation directe avec le comité de direction ou ce genre de choses. Donc ils se disent, est-ce que je vais vraiment vouloir associer mon nom à tout ce que fait la BNP? Beaucoup moins. Alors qu'une start-up, c'est à taille humaine, tu déjeunes avec toute l'équipe, donc en fait, c'est très facile, c'est beaucoup plus facile d'engager ses sales, notamment par exemple pour le faire. Puis si un sales a un objectif de vente, il ne veut pas faire de personal branding, c'est pas grave. En revanche, il va devoir s'aligner en termes de chiffres sur celui qui en fait un et qui performe grâce à ça.
Et c'est pour ça d'ailleurs, il y a peut-être des boîtes que vous avez en tête qui ont beaucoup d'employés qui utilisent le LinkedIn comme réseau. Moi, je pense notamment à Lemlist, qui avait une armée de personnel brandé, et en fait, ça fonctionnait extrêmement bien, parce que du coup, ça permettait cette puissance-là. Bon, bref. Petite question, tout à l'heure, tu parlais du fait d'avoir éventuellement perdu des clients quand c'est Justine qui s'en est... Sixtine. Pardon, qui s'en est occupée. Moi, j'ai eu le cas aussi. Et là, du coup, je suis en train d'essayer de le rattraper et de rattraper la personne du coup en question. Est-ce que vous avez réussi à les rattraper justement ces personnes-là? Parce que moi, du coup, j'étais pas dans le call et je sais que c'est là en mode pourquoi elle est pas là, pourquoi elle est pas là. Et Alors, nous, on a réussi à le rattraper pour deux raisons. La première, c'est qu'il y en a en fait deux sur les quatre dont j'ai vraiment en tête qui ne cherchaient pas exactement à être clients tout de suite, mais ils cherchaient à prendre des informations et plus globalement sur ce qu'on faisait. Et que Sixtine est très alignée sur le discours, donc elle a réussi à le rattraper. Et puis après, moi, c'est des gens que après j'ai vus en café derrière parce que Sixtine m'a refait du coup la passe D dans l'autre sens. Et deux autres, parce que Sixtine, en fait, c'est ma sœur aussi, donc on a le même nom de famille, donc en fait, ça faisait très, on est la même personne, et donc ça faisait symbiotique et ça fonctionnait. Mais c'était des choses qui ont été mentionnées comme quelque chose de négatif au bout de 2 à 5 minutes de call. Ouais. Et donc je dis, c'est vraiment important. Et du coup, Sixtine, on l'a mise sur LinkedIn à fond depuis quelques semaines, qu'on n'avait pas trop fait avant. Avant, il y avait surtout moi qui le portais sur LinkedIn. Et là, elle s'est mise à fond, et puis elle a eu des résultats qui sont encore meilleurs que les miens. Elle doit taper, je sais pas, peut-être des 150 likes ou entre 250 et 250 likes par post, c'est n'importe quoi. Là où moi, j'étais plutôt dans des moyennes entre 80, 150, 200 et voilà, tu vois. Mais et donc du coup, aujourd'hui, moi, je peux me concentrer sur le fait d'aller parler plutôt de l'industrie des médias, l'industrie du contenu. Et donc du coup, en fait, je vais me faire chercher par des profils différents qui vont plutôt être des fonds de VC, des grandes entreprises, des géants de la tech américains, des partenariats sur Snapchat, qui sont du coup pas du tout la même typologie de clients que Sixtine, qui vont plutôt être des gens comme vous, ou des entrepreneurs qui ont 50, soit 60 salariés, ou des grosses business units de boîtes un peu offensives, qui veulent qu'on retape leur business unit sur LinkedIn, par exemple. Mais c'est parce que c'est pas la même typologie de gens, enfin c'est pas la même typologie d'audience. Et on en revient à ça. J'en reviens sur le côté Omar Sy qui ferait du jardinage. Omar Sy, on lui pardonne parce que c'est Omar Sy, et peut-être qu'on le pardonnerait à un Gary Vee ou à un autre. En revanche, à quelqu'un de nos niveaux et de niveau que vous atteindrez, en tout cas dans un délai raisonnablement court, bah, c'est des niveaux où en fait votre audience elle vous aime bien pour le contenu que vous leur apportez. Et donc votre audience elle n'est pas fongible avec n'importe quelle autre audience. Et donc du coup il faut comprendre comment l'emmener, il faut faire les choses doucement, il faut leur apporter la valeur que vous voulez leur apporter. Sur la stratégie éditoriale, il y a un truc qui est très basique, c'est vraiment le 101 du LinkedIn, mais c'est un truc que nous on utilise en interne totalement encore, donc c'est une base, mais c'est une base nécessaire, c'est le tofu, mofu, bofu. Tofu, mofu, bofu, c'est pour top funnel, middle funnel, bottom funnel. Top funnel, c'est très simple. Vous parlez à tous les gens de votre thématique. Ça veut dire pour Arthur et Thomas de Kills, par exemple, ils parlent de l'univers de la musique. Donc, par exemple, un format de tofu pour l'univers de la musique, ça serait comment Maître Gims a réussi à faire un tube avec Bella, par exemple. Comment Michael Jackson a réussi à casser le game avec Thriller, avec Smooth Criminal ou avec Bill It, tu vois. Ça serait un format qui en fait toucherait toute l'industrie de la musique. Du coup, tous les gens qui sont dans l'industrie de la musique sur LinkedIn, ils voient, on décortique le succès commercial d'un artiste, ça m'intéresse, parce que c'est mon job toute la journée. Tofu, ça attire beaucoup de monde. Et là, c'est des posts qui peuvent faire 30 000, 50 000, 100 000 vues quand ils sont bien faits. Ça, c'est tofu. Moi, je recommande généralement de faire un post sur 3 ou même 2 posts sur 5 comme ça. Ça permet de créer du trafic et c'est vraiment important. Si vous ne créez jamais de trafic massif, de toute façon, vous n'arriverez jamais à faire des bons scores même sur la vente. C'est ultra crucial, c'est le plus important de tout. Après, il y a Mofu. Mofu, c'est plutôt vos partenaires, c'est les gens comme vous. Ce n'est pas vraiment vos concurrents, mais c'est les gens qui sont un peu à votre niveau, mais dans votre industrie. Donc, pour reprendre l'exemple de Kills, ça va être parler aux agences d'influence, ça va être de parler aux influenceurs, ça va être de parler même un peu aux artistes, aux agents d'artistes. Donc, plutôt aux gens qui ne sont pas globalement dans l'industrie musicale, tout confondu, mais aux gens qui sont spécifiquement dans le succès d'un artiste ou le succès d'une campagne. Et donc, du coup, c'est des gens qui, en fait, en engageant avec le poste, vont réussir en fait, à amener le trafic de leurs clients à eux, de leur réseau à eux. Et donc, du coup, une idée de poste comme ça serait cette musique a percé sur TikTok pour tel et tel levier. Voici comment on peut le reproduire si on devait le refaire demain matin. Vous prenez la musique ABCDE de Gayle, je ne sais pas si vous voyez cette musique qui avait percé sur TikTok, qui aujourd'hui doit être à 1 milliard d'écoutes quasiment. Et cette musique-là, en fait, à la base, c'est une manager c'est la manager de l'artiste qui a commenté « Tu devrais faire une musique avec les premières lettres de l'alphabet » en se faisant passer pour une fan.
Elle a dit « Oh, ok, je vais faire ça ». Et elle sort la musique sur TikTok, c'est un carton, ils enregistrent le titre, ils le sortent, c'est encore un carton. Et ça intéresse un manager d'artiste, ça intéresse un patron d'agence d'influence. Et donc du coup, ah putain, mais c'est qui ces petits gars et tout, ils ont l'air intéressants et ils sont en train de faire un truc cool. Tac. Et donc ça, je conseille d'en faire, mais c'est le truc le moins important des trois, mais ça permet de vous faire connaître auprès de vos pairs et auprès des gens avec qui vous allez passer des partenariats et tout. Et le dernier, c'est le BOFU, donc le bottom funnel. Là, vous parlez directement à vos clients. J'ai mené telle campagne pour Maître Gims. Vous avez bien fait Maître Gims, hein? Ouais. J'ai mené telle campagne pour Maître Gims et voici les résultats que ça a eu. Ça a très bien marché parce que ça aurait pu marcher mieux comme ceci et voici ce qu'on fera la prochaine fois. Enfin, et là, ça intéressera moins de monde. C'est-à-dire que le premier, tu es, je sais pas, mettons, à 200 likes. Le deuxième, tu es à 100 likes. Et le dernier, tu peux être à 40 likes. Mais ces 40 likes-là, ils sont précieux parce que là, pour le coup, c'est vraiment du pur Facebook Ads gratuit, quoi, organique. C'est vraiment de la publicité, le BOFU. Juste, il faut le tourner, il faut le copyrighter comme une page de vente. Il faut bien le vendre. C'est pas donner-nous de l'argent. Ça marche pas sinon, tu vois. Ouais. Juste une question par rapport aux comptes personnels des fondateurs et le compte de la société. Ouais. Comment est-ce que du coup... Alors, sur les comptes fondateurs et les comptes de société, LinkedIn, c'est très simple. Les comptes de société, c'est une vitrine. C'est un site vitrine. Ça a très peu de viralité, sauf quand le sujet est tellement puissant que ça en a. Mais un brut font des publications à 100 likes sur LinkedIn. Vous comprenez un peu le truc. Le CEO de brut ne fait jamais un post à 100 likes. Il fait toujours plus. C'est parce qu'en fait, les individus comptent sur LinkedIn. Ce n'est pas les entreprises. Même si ça tag, même si le post... Même si ça tag. Prenez la parole en tant que personne sur LinkedIn. Vraiment. Et en revanche, ne négligez pas forcément votre compte d'entreprise. Votre compte d'entreprise, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre tout ce qui fait preuve d'autorité chez vous. Les chiffres de votre industrie, vos succès commerciaux, à quel point vous êtes fort, qui vous recommande, vos références, vos anciens clients. Mettez ça, comme ça, quand on va cliquer en mode « Ah, c'est quoi cette boîte ?» Les gens vont voir les preuves. Mais en revanche, la viralité viendra quasi inévitablement de vous. Il n'y a aucun post du Crayon, alors qu'on est un média digital, c'est-à-dire que notre job, c'est de faire des vues. Il n'y a aucun post du Crayon sur LinkedIn qui a dépassé les plus gros posts que Antonin, Jules, Sixtine et moi, donc les 4 fondateurs du Crayon, on a fait. Chacun notre plus gros post, ça a fait plus que le plus gros post du Crayon. C'est juste une remarque par rapport à ça. Hier, il y avait une conférence aussi un peu dans le même sujet où il disait justement que sur les business, le business model de LinkedIn est de faire du ad. Et donc, ils s'attendent à ce que les entreprises payent de la pub. Donc, fondamentalement, l'algorithme va moins favoriser les pages business que des personnes qui, elles, vont réussir pour leur contenu. Et donc, c'est potentiellement aussi pour ça que ça a moins de reach. Complètement, et surtout parce que, en fait, c'est beaucoup moins engageant. Parce qu'on oublie un truc, mais combien d'entreprises factuellement font plus de vues sur TikTok, Insta et YouTube que des créateurs? C'est même pas vrai sur ces plateformes-là. C'est juste que LinkedIn ne déroge pas à la règle. Mais la réalité, c'est que, je vais citer des entreprises qui font beaucoup de vues sur les autres réseaux sociaux, mais un Gringot, un Feed, un Respire et tout, ça fait beaucoup moins de vues qu'un créateur qui a le même nombre d'abonnés, mais drastiquement moins. Parce que ça reste une entreprise. Et on est quand même dans une typologie où tu sais que quand une entreprise parle, par définition, elle fait quand même sa propre pub. Les seuls qui échappent à ça, c'est les marques médias, dont le Crayon, mais dont Brut, Combini, Loopsider, Neo. Mais même ces marques médias-là, vous prendriez exactement les mêmes thématiques et les mêmes types de contenus et vous le feriez par un créateur, ça ferait plus de vues. D'où l'ère un peu du solo média et du personal branding. Nous, ce qu'on avait tendance à faire sur LinkedIn, c'est qu'il y avait une publication sur la page business et on partage en commentant. Oui, mais en fait, alors les partages et les liens de redirection externe sur LinkedIn, ça vous dégomme votre reach. De toute façon, je reviendrai sur l'algorithme, mais tu as raison de le dire. Quand on partage une publication en commentant ou quand on met un lien externe dans son post, ça diminue drastiquement le reach pour une raison toute simple. LinkedIn, comme tous les réseaux, mais LinkedIn en tout cas, veut du natif. Il veut de l'original, quoi. Vas-y. Moi, je suis dans l'effet inverse. Je sais que j'ai plus de reach avec la boîte qu'avec moi. Et après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, la boîte, elle est beaucoup... Enfin, au final, je la brande, en fait, quasiment sur mon branding à moi, en fait. Donc, du coup, dans le sens où les photos, les choses comme ça, tout ce qu'on met, en fait, j'ai ma tête dessus, quoi. Donc, dans le sens où c'est hyper personnel brandé, mais du coup, je le mets sur les posts de la boîte et je repartage avec le nouveau truc, là, qui est pas mal... Ça repartage sans republier, donc... le retweet. Ouais, du coup, c'est un peu un retweet, donc c'est pas mal, parce que du coup, ça garde les likes aussi, les commentaires. Et du coup, je me demande si c'est pas, du coup, un problème, parce
Oui, mais est-ce que tu as essayé de publier ce que tu peux publier avec ta boîte d'abord avec toi? Avant, ouais, je le faisais un peu, mais après, c'était peut-être aussi, j'avais pas la même taille. Du coup, j'évite de double. Moi, je te conseille de tenter sur ton truc. Ok. Franchement, si jamais vraiment tu testes les deux et que c'est vraiment ta boîte qui fait plus, je suis très curieux de voir parce que je l'ai honnêtement jamais vu. Genre, je l'ai vraiment jamais vu. Et même Time for the Planet, qui est cartonne pourtant sur LinkedIn en tant que Time for the Planet, je sais pas si ça vous parle. Bref. Bah, Arthur Robeuf, il écrabouille les stats de Time for the Planet, mais c'est évident. En revanche, est-ce que le sixième associé qu'on ne connaîtrait pas de Time for the Planet bat Time for the Planet? Non. Mais tu vois, encore une fois, quel temps a été mis sur chaque pôle, tu vois. Donc voilà, quel est l'objectif principal? Ça n'a pas besoin d'en dire des heures, mais en fait, ayez une manière de résumer ce que vous faites en une phrase. D'ailleurs, vous pouvez le mettre dans votre bio LinkedIn, je vous le recommande, mais il faut que votre contenu il se résume à ça. Il faut que les gens puissent répondre à la question qu'est-ce que propose ce gars-là sur LinkedIn, ou cette meuf-là sur LinkedIn. Et ça, c'est vraiment important que vous l'ayez à l'esprit. Parce que si jamais ce n'est pas clair pour vous, ça ne sera pas clair pour l'audience. Et ça ne sera jamais. Et je le dis en d'autant plus grande connaissance de cause que comme j'étais celui qui partageait le principalement sur LinkedIn dans ma boîte avant qu'on s'y mette vraiment à fond, bah j'étais celui qui devait du coup parler et du média, et du surligneur, et du pinceau, donc un peu de tout. Et la réalité, c'est que du coup, en fait, j'avais beaucoup moins de leads qu'aujourd'hui. J'avais à peu près des stats d'engagement un peu inférieurs, on va dire peut-être 20 ou 30% inférieurs, mais j'avais surtout beaucoup moins de leads. Parce que n'oubliez pas que les vues et les likes, c'est une partie du jeu, mais la vraie partie du jeu, c'est les leads. Et leads, je mets ça dans la même catégorie que opportunité business. Voilà, le bloc de on me contacte pour faire des trucs. Et beaucoup plus gros maintenant que les gens, c'est très clair ce qu'on fait et ce qu'on est. Et plus c'est clair, plus c'est facile. Parce que les gens, il ne faut jamais oublier, ils passeront très peu de temps à lire votre post. Il y a plein de gens qui vous contacteront sans avoir lu votre post jusqu'au bout. Moi, ça m'est arrivé qu'on me contacte pour un service que je ne proposais pas, juste parce qu'en fait, je parlais du fait qu'on avait fait un partenariat avec une boîte qui proposait ce service. Du coup, j'ai envoyé la passe D à notre partenaire, hein, mais c'est pour dire qu'ils n'ont même pas lu le post jusqu'au bout pour comprendre que ce n'était pas nous qui proposions le service. Juste parce que les gens, ils sont comme une espèce de marché, une place de marché géante, ils sont là en mode « Ah, vous faites ça, génial, c'est ce que je veux. » Oui, mais on ne le fait pas en fait. C'est eux qui le font. Ah, ok, très bien, je leur envoie un message. Et c'est ça en fait la réaction. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de proposer en fait? Donc par exemple, si vous êtes sur du recrutement sur des réseaux sociaux par exemple, il faut vraiment adresser le sujet de recrutement et réseaux sociaux. Et c'est vraiment l'adresser en tant que tel. Donc du coup, ça peut aller de Indeed c'est ringard, il y a des gens qui sont très compétents qui passent jamais de temps sur LinkedIn et qui sont plutôt ailleurs, enfin, c'est sur des thématiques comme celle-là. Mais en fait, la réponse à la question de quoi vous parlez du fait que beaucoup de gens sont à recruter hors des réseaux ou des canaux traditionnels de recrutement, d'un côté, et de l'autre, qu'aujourd'hui, les plateformes de recrutement n'ont plus de sens dans un monde où les réseaux sociaux font déjà suffisamment bien le travail. Et ça, c'est la thèse que vous défendez. Mais cette thèse, elle est claire. Et du coup, on comprend pourquoi on vient vous voir. On comprend qu'on vient vous voir sur un type de besoin. Est-ce qu'on vient vous voir pour des campagnes de 50 personnes à recruter ou pour des campagnes de 500, donc des campagnes de 5000 ou des campagnes de 2? Ce n'est pas la même typologie. Il faut que ce soit clair aussi, parce que ce ne sera pas les mêmes cibles. Typiquement, moi, je recrute entre 1 et 2 personnes par mois, on va dire à peu près. Depuis 9 mois, c'est à peu près cette moyenne-là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin parce qu'on est très public, les gens viennent à nous directement, mais si j'avais le même rythme de recrutement et que j'avais des besoins en recrutement, je ne serais peut-être pas votre client, ou peut-être que je le serais. Mais là, de la manière dont vous me l'avez décrit, je ne peux pas vous dire. Il faut que ce soit clair pour vous. Est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 100, est-ce que c'est 1000? Et ça doit être très clair, parce que vos cibles ne seront pas les mêmes non plus. Si vous cherchez à aider ceux qui recrutent 100 personnes ou 1000 personnes, vos cibles seront plutôt des Havas, des Publicis, des Total, des Orange. Vous ne leur parlerez pas du tout de la même manière que si jamais c'est 1 ou 10, ou là c'est des startups. Si vous utilisez un langage un peu familier, un peu vulgaire, en mode putain, c'est incroyable de faire ça, c'est trop cool, là vous êtes plutôt dans une typologie startup. Et sinon, vous êtes plutôt dans une typologie boîte en disant ça a un impact extrêmement efficace et efficient. Enfin, ce n'est pas du tout la même typologie parce que ce n'est pas les mêmes gens auxquels vous vous adressez. Et ça, vous devez le clarifier pour vous-même d'abord et après, du coup, pour les gens auprès desquels vous communiquez. Parce que typiquement, moi, je suis un entrepreneur et la majorité des gens que je vais suivre vont être plutôt des gens qui vont m'apporter des conseils sur l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je vous ai mis quelques recommandations par rapport à ça. Et ces gens-là, si jamais ils me parlent de manière guindée ou de manière corporate, je ne les lis pas. Ça ne m'intéresse pas. En revanche, si jamais on prend quelqu'un d'autre que moi, mais je ne sais pas, quelqu'un qui est dans le comité de direction d'une boîte du CAC 40, comme on va dire, je ne sais pas, Areva et tout,
Bah, lui, pour le coup, il va plutôt lire des posts extrêmement détaillés, statistiques, qui apportent de la valeur très concrète, qui n'est pas dans l'inspirationnel, qui n'est pas dans le vulgaire, qui est dans le extrêmement technique, quoi. Quasiment un rapport d'activité. Et ça, il faut comprendre du coup quelle est votre audience et quelle est votre typologie. Sinon, ça ne va jamais marcher. Parce que sinon, en fait, vous allez juste parler à des gens qui vont adorer ce que vous faites, mais ce n'est pas vos clients, quoi. Donc vous serez un peu connu sur LinkedIn, mais ça ne vous rapportera pas de business. Ce qui peut être une stratégie en soi, hein. Mais dans ce cas-là, ça ne sera pas pour faire du business. Ça sera pour créer du contenu. Et c'est créateur de contenu et entrepreneur, quand on publie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut s'en méfier. Ça, c'est un truc si vous voulez faire grand bruit. Donc là, on est plutôt sur du tofu. Tout ça, en fait, c'est vraiment ces 3 trucs-là, c'est vraiment pour essayer que les gens comprennent qui vous êtes. Donc pour que les gens comprennent qui vous êtes, il y a aussi quelque chose de très efficace, c'est quelles sont vos opinions impopulaires. Quelles sont les croyances que vous avez, où vous êtes super à l'aise avec ces croyances, mais qui sont partagées par le moins grand nombre de personnes. Je prends juste mon exemple personnel. Je crois que les études est un truc incroyablement surcoté en termes de compétences très concrètes. Voilà. C'est mon avis, c'est mon histoire, c'est ma vision des choses. Mais je suis capable de la défendre. Je suis capable de la défendre même devant des gens qui sont à HEC. Je fais une conférence à Polytechnique où je ne me suis pas privé de le dire. Ça, c'est des trucs, je suis tout à fait à l'aise avec ça. D'ailleurs, à Polytechnique, j'étais un peu énervé, tu vois. Parce qu'en même temps, les mecs, ils sont en mode militaire avec les cheveux courts. Enfin, c'est très premier degré comme truc, tu vois. Et eux, pour le coup, je suis en train de leur expliquer que moi, je crois que les études, c'est pas si utile que ça. Évidemment, mon discours et je fais exprès de le faire un peu radical pour que ça marque les esprits, pour que vous reteniez ça. La réalité, c'est que je pense que si vous pouvez faire Polytechnique, faites Polytechnique, faut pas déconner. Je crois juste que sur le terrain, et de ce que j'en ai vu en tout cas dans mes industries, c'est pas le truc le plus important, les études. C'est vraiment pas du tout le premier critère. Mais je suis capable de le défendre. Mais du coup, au final, quand on pense à Valorant, on pense, ok, c'est un mec qui n'est pas forcément fan des études. Et donc du coup, tous ceux qui sont plutôt d'accord avec moi vont se mettre dans mon camp. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi vont avoir envie de me challenger. Mais comme ils ont envie de me challenger, ils ont envie de me convaincre. Et comme ils ont envie de me convaincre, ils me parlent. Et comme ils me parlent, on peut faire du business. C'est toujours la même logique en fait. C'est vous créer en fait un aimant. C'est vous dites, moi j'aime bien les gens gentils. D'accord, en fait, oui, ok, très bien. Tout le monde s'en fout. Mais je le dis très premier degré. C'est parce que à la fin de l'histoire, c'est comment on va se souvenir de vous. On se souvient de Respire parce que Justine Hutto, elle fait du sport. On se souvient d'Anthony Bourbon parce que Feed, c'est la détermination. Et on se souvient de ces choses-là parce qu'ils les ont rabâchées et rabâchées et rabâchées. Justine Hutto, je suis d'accord que ce n'est pas très impopulaire ce qu'elle dit, mais elle a réussi à créer une belle histoire. Quelqu'un comme Anthony Bourbon, il y a énormément de gens qui sont en désaccord avec lui et qui le critiquent énormément. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il prend plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire des émissions de télé ou des conférences et qu'il a monté un club d'investisseurs qui est, selon moi, même un truc sur lequel il était encore plus fit qu'une marque de bouffe. Mais c'est parce qu'il a construit une opinion impopulaire sur, en gros, on peut s'en sortir en venant de rien, c'est la détermination avant tout. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord que c'est la détermination avant tout. Beaucoup de gens qui pensent que les compétences vont avant la détermination, pas lui. Beaucoup de gens qui pensent que les études vont avant, on va dire, la capacité d'adaptation. Pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ces débats-là, business évidemment, parce qu'on ne parle pas encore une fois de Louis Boyard et de Cyril Hanouna, c'est ces opinions-là qui permettent de créer vraiment un personal branding, une identification à vous qui est très forte. Et du coup, quel est le combat principal? Là, on sort un peu du point de vue business très premier degré, c'est-à-dire quelle est ma proposition de valeur, mais quelle est la mission que je résous. Et ça, c'est important de se poser la question de quelle mission on résout. Parce que si jamais, je prends l'exemple du CRM pour les freelances et indépendants, la mission que je résous, c'est qu'en fait, les freelances n'ont pas la sécurité d'un CDI, par exemple. Je prends une idée, je ne dis pas que c'est ta mission, mais les freelances n'ont pas la sécurité d'un CDI. Donc, pour réussir à leur donner ce confort et cette réassurance-là, nous allons créer un système de fidélisation qui les aide à avoir de la stabilité de revenus. Parce que derrière le loyer, parce que derrière, je ne sais pas, le prêt à la banque, parce que derrière les opportunités professionnelles, parce que derrière plein de trucs qui s'enclenchent en fonction de la stabilité de ton revenu. Et donc du coup, ta mission, ton combat, ce n'est pas un CRM client. Ton combat, c'est la stabilité de revenus des solopreneurs. Et ce n'est pas du tout la même manière de le formuler. Il y en a une qui est très business, et c'est très bien, comme ça on va comprendre ta proposition de valeur, et il y en a une qui embarque, qui est en train de résoudre un problème de la société. C'est un peu la thèse des entrepreneurs sont là pour résoudre des problèmes de société. Et comme ces entrepreneurs sont là pour résoudre des problèmes de société, il faut d'abord et avant tout que le problème soit clair. Pourquoi vous le faites? Et c'est là où vous pouvez mettre un peu de pathos. J'ai eu un de mes meilleurs amis qui était solopreneur, il gagnait très bien sa vie, puis du jour au lendemain, un outil est arrivé et a dégommé absolument tout son marché et il n'a pas eu le temps de s'adapter et donc du coup, au final, du jour au lendemain, il est passé de 200 000 € à zéro. Là, on comprend tout de suite le sujet.
tout de suite le besoin et le problème d'avoir... Mais du coup, toi, tu te combats contre ça parce que c'est injuste qu'un CDI puisse pioncer et rien foutre et avoir des avantages pendant 5-10 ans avant de se faire virer parce que c'est dans un trop gros groupe. Et c'est pas juste qu'un solopreneur, parfois beaucoup plus performant, ait moins de sécurité. Donc là, il y a un combat à mener. Quand je dis combat, je fais exprès de le dire de manière un peu sociétale et politique, mais ça reste du business, évidemment. Mais c'est en gros, on résout une anomalie, ou ce qu'on nous, on estime être une anomalie. Ça, c'est ce que je disais un peu sur l'algorithme. C'est vraiment important que vous l'ayez à l'esprit, même s'il est très important de se rappeler qu'un bon post, c'est un bon post. Donc parfois, l'algo ne vous shadowban pas, enfin, l'algo ne vous cache pas, l'algo n'est pas contre vous, les gens ne sont pas méchants avec vous. C'est si votre truc intéresse les gens réagiront. Donc n'oubliez pas que si vous faites des mauvais résultats, prenez-vous-en à vous-même ou à votre ghostwriter. Ce n'est pas l'algo ou le monde entier qui est contre vous. Ça, il ne faut pas oublier que c'est le business des réseaux sociaux que les bons posts trouvent les bonnes personnes. Donc la question c'est qui se trompe LinkedIn a 800 millions d'utilisateurs détenus par Microsoft ou vous? C'est important de se poser Posez-vous les bonnes questions les amis. Et donc du coup, il y a quand même des choses à utiliser. L'accroche. L'accroche, c'est les 3 premières secondes sur TikTok et Instagram, c'est la miniature et le titre sur YouTube, c'est la bande-annonce de 5 secondes d'un film ou l'affiche d'un film sur Netflix, et sur LinkedIn, c'est la première phrase, les 2-3 premières lignes. Et c'est vraiment important que vous l'ayez à l'esprit parce que, pour le coup, on peut faire un très bon post, mais se rendre compte que c'était un très bon post que quand on l'a fini. Sauf que si on ne l'a pas commencé, on ne saura jamais que c'est un bon post. Exemple d'accroche qui peut très bien fonctionner, je le donne par exemple sur le crayon, mais c'est je crois que les entrepreneurs passent beaucoup trop de temps à se plaindre et qu'ils devraient faire ça à la place. Quoi? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Et là, j'ai envie de savoir. Du coup, on clique sur voir plus et on déroule le post. Et en cliquant sur voir plus et on déroule le post, on envoie un message à l'algorithme que ce contenu est de qualité, que ce contenu me fait rester sur LinkedIn, ce qui est quand même l'objectif de la plateforme. Donc du coup, LinkedIn est en mode yes, ce mec-là me permet de faire rester des gens sur LinkedIn, on va le mettre un peu en avant. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment que vous ayez ce truc-là. Donc d'abord l'accroche. Après, le dwelling time, c'est un terme beaucoup trop compliqué pour dire le temps de visionnage. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. C'est le temps de visionnage. En gros, ça veut dire que c'est les gens qui vont rester derrière. Et ça, il faut que vous compreniez le fonctionnement d'un storytelling, le fonctionnement du copywriting, le fonctionnement de comment et pourquoi vous regardez du contenu. Interrogez-vous vous-même. Pourquoi vous restez sur certains posts plutôt que d'autres? La question elle se pose sincèrement. Est-ce que c'est parce que vous avez besoin de l'information qu'il y a? Mais si vous avez besoin d'information, est-ce que cette information-là, je la mets au début ou je la mets à la fin du post? Parce que si vous avez besoin d'information, mettez-la à la fin du post. Ça, les gens seront obligés de lire tout le post pour avoir l'information finale. Du coup, vous allez gagner en temps d'écran. Si jamais c'est une histoire, mettez un rebondissement et mettez la résolution de l'histoire à la fin. Si vous résolvez l'histoire à la moitié, je ne vais pas lire la fin, c'est bon, j'ai déjà la fin de l'histoire, je vais y aller. Beaucoup de gens restent sur des posts alors qu'ils ne voudraient pas y rester jusqu'au bout, juste « Ah, c'est trop irrésistible. Ah, ok, je vais aller jusqu'au bout. » Et c'est pour ça que beaucoup de gens arrivent à faire des posts ultra viraux sur des histoires un peu larmoyantes ou un peu pathos. C'est parce qu'en fait, ils réussissent, grâce à ce pathos-là, ils ont cette petite flamme de « c'est trop mignon comme histoire, j'ai envie d'aller jusqu'au bout ». Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui cassent LinkedIn sur des histoires un peu pathos. Et parce qu'en fait, je ne l'ai pas mis là, mais c'est un truc que vous devez garder à l'esprit. Ça, c'est plus sur la rétention et le repeat, sur pourquoi les gens continuent de suivre un créateur. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, et puis s'il regardera cette conférence en replay, c'est Ulysse Lubin, je le salue, c'est un mec super doué. Et c'est un type qui, pour le coup, crée du contenu sur le voyage. Donc, pour le coup, rien à voir avec l'entrepreneuriat pur et dur. Mais c'est un type, il apporte, en tout cas à moi, il m'apporte une forme de fenêtre sur le monde. Il m'ouvre l'esprit et il me fait un peu sortir de mon monde un peu entrepreneuriat, business, médias, start-up, polémique, débat et tout qui est le mien. Et il m'ouvre une porte un peu plus zen, un peu plus ouverte, un peu plus pacifique. Et donc du coup, je suis accro à ça. Le terme est un peu fort, mais gardons ce terme-là. Et n'oubliez pas que c'est ça. Pensez à tous les créateurs de contenu que vous suivez. Tous ceux dont vous ne voulez pas rater un contenu. Je ne parle pas de ceux où vous tombez dessus, c'est cool. Je parle de ceux vraiment... C'est viscéral, quoi. Vous ne voulez pas rater un contenu de ces gens-là. C'est de la drogue, pure et dure. C'est vraiment ce que c'est. C'est le même comportement. Et si vous trouvez quelle drogue vous apportez à votre audience, vous pouvez réussir à continuer de lui apporter de la drogue indéfiniment. Et elle continuera de vous suivre pour ça. Et ça, quand je dis drogue, ce n'est pas forcément négatif. Quelqu'un qui réussit à vous apprendre des choses sur, je ne sais pas, par exemple,
sur le marketing digital alors que vous savez que c'est votre plus gros enjeu du semestre, vous allez ne pas louper une seule vidéo. Il y a un mec qui s'appelle Yann Leonardi qui parle de grosse marketing, qui est moi un type qui m'a beaucoup inspiré dans ma création, de mon média et qui est en plus un ami, je le salue. C'est en gros, il avait cette compréhension du marketing auprès de produits pop culturels et grand public, auprès de sujets pop culturels et grand public, de Jul, Booba, Coca, enfin des thèmes très larges comme ça, Combini et tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, enfin c'est mon avis, Oussama Hamar et tout. Je trouvais que c'était vraiment excellent et ça m'a beaucoup appris de trucs. Je ne loupe pas une vidéo du gars. Et si je tombe sur une vidéo du gars sur YouTube, donc là c'est YouTube, c'est pas LinkedIn, mais sur une vidéo sur YouTube et que j'ai pas le temps, je la mets dans ma playlist pour ne pas la louper. J'ai un comportement d'addict. C'est addict à une connaissance, hein, qu'on soit tout à fait d'accord. Mais de fait, je suis addict à ça. Donc c'est 20 sur 20, en fait, parce que ça fonctionne. Parce que fondamentalement, je vais aller puiser la même chose à chaque fois. Et donc du coup, je vais revenir continuellement parce que la personne continue d'apporter la même chose. D'où ce que je te disais au début sur le fait que si tu changes complètement le lignito du jour au lendemain, tu passes du cannabis à la cocaïne. Donc en fait, les gens, les gens qui te suivent, ils aiment le cannabis, ils ne prennent pas de la coke. Donc en fait, tac, tout d'un coup, c'est plus le même scope, c'est plus la même drogue. Et donc du coup, c'est plus les mêmes gens. Et donc, du coup, tu dois reconstruire une audience. C'est pour ça que je disais, tu peux bifurquer un peu, mais si tu changes du jour au lendemain, c'est plus les mêmes personnes. Donc les 4 raisons du like. Après, je vais vous décliner les posts qui vont avec, que j'ai sélectionnés. Mais les 4 raisons du like, c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit, parce que si vous ne rentrez pas dans une de ces catégories, vous ne rentrez pas dans une de ces catégories. Donc il n'y a pas de like. Et je suis très premier degré sur la question. Je ne dis pas que c'est aussi scientifique que ça, parce qu'il y a des posts qui seront un peu au milieu de tout ça, évidemment. Mais en revanche, si vous voulez être certain de ce que vous faites, essayez de trouver ou demandez, confrontez avec vos équipes, avec vos associés. Dans quelle catégorie ça rentre, tu penses? Si c'est dans aucune, posez-vous la question. C'est peut-être que vous avez mal agencé le poste. Et si vous êtes trop le cul entre deux chaises, ça comporte un risque. Ça peut surperformer, mais ça peut comporter un risque aussi. Donc vous voyez, il y a le like de connivence. Le like de connivence, c'est ce que je disais sur le combat qu'on mène. Le like de connivence, c'est je mets un like parce que je veux que cette voix-là porte loin. Donc je mets un like de soutien. C'est comme une présence dans une manifestation. C'est comme un don pour une association dans une cause auquel on croit. C'est la même chose. On donne notre like parce qu'on a envie que cette voix publique s'élève et qu'on la porte et qu'on fasse partie des gens qui la portent. Toute personne, pour reprendre mon exemple, qui explique qu'il a réussi sans études ou qu'il a eu son job devant quelqu'un qui avait fait des meilleures études que lui ou tout ce genre d'histoire, j'envoie mon like. On est ensemble, mon gars. C'est exactement ça que je veux, c'est exactement ça en quoi je crois. C'est un biais de confirmation à l'état pur. Et ce biais de confirmation-là, c'est surtout en fait une cause qu'on défend. C'est typiquement, et c'est pour ça que je parle de manifestation, et je dis ça en rigolant, mais c'est, en gros, j'estime par exemple, je ne dis pas titre personnel forcément, hein, mais j'estime que les homosexuels sont trop opprimés et qu'il y a beaucoup trop d'homophobie. Quelqu'un parle d'homophobie, je like. Je veux que les gens voient à quel point il y a beaucoup trop d'homophobie. Vous comprenez l'idée? Et c'est pareil pour le business. Je trouve que la France nous fait payer trop d'impôts. Je like, moi aussi je trouve que la France nous fait payer trop d'impôts. Et en fait, c'est continuellement ça. Et c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit, parce que si on n'a pas ça à l'esprit, on ne sait plus pourquoi l'audience like. Et donc si on ne sait pas pourquoi l'audience like, on ne sait pas pourquoi on peut le répéter. En fait, c'est toujours la même chose. Si même vous faites des trucs et vous ne savez pas pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas, vous ne saurez jamais identifier les facteurs différenciants de succès. Et c'est ça que vous devez avoir. Donc ce like de connivence, c'est très simple, devenez le porte-parole d'une cause que des gens ont envie de défendre. Et défendez-la bien. Parce que moi, il y a des gens où j'ai envie... Ils ont le bon discours, mais je ne suis pas à l'aise avec la manière dont le message est fait, donc ils loupent mon like de connivence. Et donc ils loupent le like de connivence de beaucoup de monde. Il y a le like de soutien. On en revient au storytelling. On en revient au... Ça, c'est vraiment les posts qui peuvent le plus péter dans des millions de vues, c'est cela. Le like de soutien, c'est... je suis passé à côté de la mort et depuis que je suis passé à côté de la mort, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je revoie toute ma vie de A à Z. Donc, j'étais un banquier d'affaires qui faisait du M&A et qui allait en boîte de nuit et qui avait une vie horrible. Et puis maintenant, j'élève des lamas et je fais des chandails et puis c'est bio et c'est génial et tout le monde m'adore. J'exagère, mais vous voyez très bien l'idée, vous voyez très bien les posts LinkedIn desquels je parle. Mais ceux-là, ils fonctionnent parce qu'on soutient. On aime cette histoire-là. On aime les gens qui sont sortis des sentiers battus, en tout cas de leur propre vie, pour aller plus loin, en fait. Et donc, du coup, c'est pas notre vie. C'est pas notre réalité. Parfois, c'est même pas le message qu'on défend, mais on aime l'histoire. On aime cette belle histoire-là. On aime cette histoire de l'orphelin qui avait zéro moyen et qui s'en est sorti. On aime l'histoire de cette femme à qui on a toujours dit « tu n'y arriveras pas, c'est un métier d'homme, mais elle est quand même là et c'est la meilleure ». On aime ces histoires-là, en fait. On veut ces histoires-là.
Et on veut ces histoires-là parce qu'en fait, c'est les contre-exemples, c'est les anomalies du système. Et ces anomalies du système, on a envie de les entendre, mais c'est surtout, il faut bien les formuler. Parce qu'en fait, on est chacun tous à notre niveau une anomalie du système. Personne n'est parfaitement banal, en fait. Donc, trouvez là où vous n'êtes pas banal, racontez comment ça a été difficile et vous vous en êtes sorti, ou comment ça a été difficile, mais vous en tirez une bonne leçon. Et ce truc-là, les gens se diront, je ne suis pas dans ta vie, mais force. Je ne t'ai pas suivi, je n'étais pas au quotidien avec toi, je n'étais pas ton ou ta meilleure pote à ce moment-là, mais si je l'avais été, je t'aurais apporté de la force parce que vraiment tu mérites. Like de soutien. Il y a un petit gars qui s'appelle Maxime Royer, je ne sais pas si ça vous parle, qui avait pété LinkedIn. Il avait fait, je crois, genre 1,5 million de vues sur son 2e ou 3e post, parce qu'il disait, en gros, j'ai 16 ans et je monte mon agence alors que je suis encore au lycée. Et il avait fait en mode, voilà, moi je fais que d'entrepreneuriat, je suis tout jeune et tout. Et donc du coup, tout le monde était en mode, oh, c'est incroyable, il a 16 ans, il monte son truc, trop cool. On envoie du soutien. Donc on fait péter le post. Et il a même, du coup, eu, j'imagine, peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de leads grâce à ça. Je ne sais pas s'il les a convertis, mais tu vois, je bouffais avec lui l'autre jour et en fait, le mec est très... aujourd'hui, il vit encore beaucoup grâce à ce truc-là. Ou en un post, en fait, encore aujourd'hui, il surfe sur ce truc-là. Donc, négligez pas ce truc-là. Si vous voulez casser les scores, c'est plutôt vers ça qu'il faut aller. On arrive à mon préféré, le like de réciprocité. C'est en gros le like des, on va dire entre guillemets, de brainy à brainy, en fait. C'est vraiment c'est ceux qui viennent sur LinkedIn pour aller chercher de l'information et qui écrivent sur LinkedIn pour créer de l'information. C'est moi ce que je préfère faire parce que je trouve que c'est celui où on a le moins à se mettre individuellement en avant. Moi, je n'ai pas forcément envie de raconter ma vie, je n'ai pas forcément envie de ça, que les gens connaissent toute ma vie privée et tout. On n'est pas obligé de le faire pour ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, pour le coup, c'est pur et simple, c'est une analyse. J'ai analysé que en fait, Squeezie a fait 1 million de vues sur le Grand Prix Explorer sur Twitch. C'est un record, c'est un score de télévision. À quand on parlera de concurrence entre la télé et les youtubeurs? Est-ce que les youtubeurs peuvent battre la télévision? Moi, je crois que oui, je crois que c'est la fin. Merci, c'est de la valeur. J'ai les chiffres de la télé, les chiffres de Squeezie, les chiffres des Américains, les courbes, les tendances, les chiffres de publicité. Là, je sais de quoi on parle. Merci de faire ce travail de curation d'informations pour moi. Je like. Et donc du coup, moi, ça, pour le coup, c'est ce que je préfère faire parce que je trouve que c'est ce qui permet de créer un référentiel d'autorité le plus stable. En fait, c'est celui vers lequel je vous conseille de vous réfugier si vous n'avez pas d'idée ou un peu trop de pudeur sur le moment. Évidemment, alternez toujours. Mais celui-là, ça doit être votre refuge si jamais à la base, le personal branding est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. C'est parce que c'est... Tofu Non, tous peuvent être tofu, bofu, mofus, pour le coup. Là, c'est vraiment... Quand on parle d'expertise sur un sujet, on a l'impression que c'est un peu large. Non, parce que ça peut justement être extrêmement précis. Les développeurs qui développent des solutions de SaaS en B2B sur des entreprises de typologie de moins de 50 salariés dans le marketing, tac, en fait, là, il n'y a plus personne, là, tu vois. Versus juste les devs en SaaS, tu vois. Et donc, du coup, ça reste le même, en fait. C'est pour ça que je te dis ça, pour le coup, c'est pour que vous compreniez l'audience. Ouais. Est-ce que du coup, tu n'as pas un problème quand tu es sur un secteur trop niche, que tu n'as pas par ailleurs une grande audience, et que justement ton truc fasse flop parce qu'il n'atteint pas la population cible? D'où le fait de grossir le scope. Si jamais tu es dans une niche, grossis la niche, en fait, simplement. C'est-à-dire que, exemple, pour vraiment prendre l'exemple pour prendre un exemple un peu ridicule, c'est un de nos clients en ghostwriting sur LinkedIn, il fait un produit spécifique à une race de chiens. C'est pas moi qui ai écrit les posts, je ne sais plus exactement quel est le nom de la race, mais c'est spécifique à une race de chiens. Sauf qu'il peut parler du coup de cette race de chiens, il peut parler des chiens, il peut parler des animaux de compagnie, il peut parler des animaux, il peut parler du... Enfin, tu vois, tu peux grossir après derrière, tu vois. Et chaque fois que tu regrossis, tu retouches sur de plus en plus de monde. Ouais, donc tu peux pas faire l'un sans l'autre. En fait. C'est surtout que ça, pour le coup, ça c'est pas tofu, mofu, bofu. Ça c'est vraiment en fait juste pourquoi les gens vont liker ce que tu fais. Et apporter de l'information, ça peut être apporter de l'information sur le marché canin, par exemple. Le marché canin, ça représente 2 milliards en France. Tac. Ah ouais, putain, c'est quand même beaucoup, je me rendais pas compte. Ça veut pas dire que lui, sa boîte couvrirait 2 milliards. Sa boîte va peut-être couvrir que 20 millions. Mais en tout cas, on a une information sur le marché canin, dans lequel lui il se trouve. Donc tous ceux dans le marché canin vont réagir en disant « Ah ok, bonne info, merci. » Tu vois. On peut discuter « Ah d'accord, c'est que ça, mais ok, moi je peux trouver quelqu'un qui... » Et en fait, tu reviens à ce truc de « Tu fais ta visibilité. » Et ça ne t'empêche pas de te dire que je me suis mis moi dans le canin parce que en fait, les chiens sont nos meilleurs animaux depuis le début de l'histoire de l'humanité et on n'en parle pas assez. Ou parce que en fait, quand j'étais petit, j'ai perdu mon meilleur ami, mais en fait, j'avais mon chien. Tu vois. Et en fait, vous voyez ce que je veux dire?
Et en fait, tu peux alterner les messages sur la même niche, tu vois. Et le dernier, le like dit mindfuck, c'est le plus difficile, mais si vous le réussissez, vous serez avis des références pour ceux qui ont lu ce post-là. Je suis méga premier degré là-dessus. C'est le like mindfuck. C'est en gros, tout le monde pense A, moi je pense B, et j'expliquais pourquoi B c'est vrai. Tout le monde dit qu'Elon Musk est un crack, je pense que c'est une ordure, je vous explique pourquoi. Et si la personne pensait qu'Elon Musk était un crack et que tu l'as convaincu à la fin du post, la personne va te lâcher un like. Et tu vas avoir beaucoup de likes. Parce que tu vas avoir le like des gens qui pensent B depuis le début, et les gens qui pensaient A et qui pensent un peu plus B depuis que tu l'as fait. Donc là, en fait, là, tu touches vraiment un mass market énorme. Et je le dis parce qu'il y a un Benoît Dubos, qui est un entrepreneur très doué, que je salue également, qui lui a justement fait un post pour dire qu'il n'aimait pas Elon Musk. Moi, j'aime beaucoup Elon Musk à titre perso pour plein de raisons. Et j'ai trouvé que son post était archi brillant et archi pertinent. J'aime toujours bien Elon Musk, mais j'avais lâché un like en disant c'est une très bonne argumentation, merci de ces éléments. Sauf que les gens qui n'aimaient pas Elon Musk ont liké. Ceux comme moi qui aimaient bien Elon Musk mais ont été convaincus ont liké. Et donc du coup, en fait, il passe de ces moyennes qui sont à peu près à 250, 300. Je crois qu'il avait dû faire peut-être 3 ou 4 000 sur ce post-là, tu vois, de likes. Parce que là, pour le coup, ça embarque tout le monde. Et c'est le like mindfuck, en fait. C'est je vais à contre-pied d'une doxa. C'est je pense qu'il ne faut pas donner la parole à tout le monde. Tout le monde dit qu'il faut plutôt donner la parole à tout le monde. Moi, je ne pense pas. Enfin, moi, je le pense, mais... Et là, cette personne arrive à me convaincre, moi, qui pourtant ai monté un média pour donner la parole à tout le monde, que c'est pas une bonne idée. Imaginez le nombre de gens que ça va convaincre. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours, on en revient. C'est important. Alors juste, c'est vraiment important que de le dire. On en revient toujours à ça, dans cette grille de lecture, avec cette manière de faire pour ce type de like. Faut pas oublier. C'est trois choses que je vous ai montrées, c'est 3 grilles de lecture qui viennent les unes aux autres. C'est un truc en 3 dimensions. Tu peux faire un like de connivence sur un beau fou. Oui, très bien. C'est juste qu'en revanche, pour le coup, le porte-voix de ton message, ça sera le message qui concerne un tout petit nombre de personnes, plutôt tes clients. Par exemple, je reprends l'exemple des freelances, c'est là vraiment le like de connivence pour un tofu, ça serait de se dire, en gros, arrêter un deal du jour au lendemain alors que ça fait 2 ans qu'on travaille avec quelqu'un, c'est quand même vraiment une pratique que je trouve extrêmement douteuse ou extrêmement exécrable, que je trouve extrêmement exécrable. Tac, tu es le porte-voix d'un message partagé, d'indignation par exemple, mais auprès d'une toute petite audience, qui sont les freelances qui se font claquer la porte du jour au lendemain. Ça ne représente pas beaucoup de monde, mais du coup, tac, like de connivence. Ou like de connivence sur les freelances sont l'avenir du monde du travail, et c'est génial, tu touches tout le monde. Et c'est là où en fait tu peux alterner. Et les deux ne sont pas incompatibles en fait, c'est des grilles de lecture à plusieurs niveaux. Et c'est juste bref, c'est des templates sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour savoir en fait quasi, on va dire, mathématiquement, pas en résultat, hein, mais en construction de poste, dans quelle catégorie et dans quel cadre de travail vous vous trouvez. Donc voilà, ça c'est les 4 types de likes, et je vais du coup vous les montrer. Le storytelling, donc on en vient sur le like, ça c'était le like de soutien. Le like de connivence, le porte-voix de messages partagés. Donc on retrouve le bon Benoît Dubos, tu vois. Voilà, c'est un avis tranché, c'est le porte-voix d'un message, séminaire RTT Ticket Resto, baby-foot, smoothie, fat boy, respect, liberté, reconnaissance. En gros, on en a marre qu'on nous traite comme des matérialistes qui veulent juste des trucs, on veut juste être des gens qui sont traités comme des êtres humains respectables. Et donc du coup, tous les gens sont en mode « Ouais, moi aussi, je suis un être humain respectable, je suis d'accord, je m'en fous des RTT, je veux juste qu'on me considère. » Tac, je like. Donc je suis le porte-voix du truc. Et je suis le porte-voix d'un gars qui travaille pour des startups et des TPME. Et donc du coup, le respect, la liberté et la reconnaissance, c'est plutôt un truc de startup et de TPME que de grands groupes. Donc il touche la bonne cible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est sur le like de la vie tranchée. Il y a le like du coup de soutien. On va prendre du coup mon propre poste. Eugénie, donc c'est la personne qui gère en gros, qui est la COO du surligneur. Elle a rejoint le surligneur, mais ça a été l'inverse d'un recrutement classique. C'est quoi l'inverse d'un recrutement classique? Du coup, je clique sur voir plus. Et il y a 3 mois, j'ai fait une table ronde pour Vivatech. J'ai été contacté pour m'occuper du salon. Enfin bref, on a fait un deal avec le pinceau avec Vivatech. Tout le monde m'a félicité, mais ce que les personnes ont oublié, c'est qu'il y avait 2 personnes brillantes. L'une d'entre elles était Eugénie. J'ai tellement aimé travailler avec elle que je lui ai proposé de rejoindre l'aventure du crayon prenant les rênes de l'opération du surligneur. Elle a accepté. Bienvenue Eugénie, merci pour ta confiance, deviens étincelle. Petite photo pour montrer le truc, comme ça montre la connivence. J'aurais même pu forcer un peu et mettre la photo d'elle et moi là au crayon et mettre la photo d'elle et moi à Vivatech, histoire de vraiment pousser le truc très loin. Mais du coup, c'est vraiment en mode genre, oh, c'est une belle histoire, c'est mignon, ça fait plaisir. J'en reviens à ce que je disais, c'est-à-dire, tu me racontes une galère de ton parcours et qu'on se sent touché par l'histoire que tu nous racontes. On se sent touché par l'histoire parce que c'est une histoire de travail, c'est une histoire de business. On était là, on a fait un truc ensemble, on s'est apprécié professionnellement. Maintenant, on bosse ensemble à plein temps. C'est une belle histoire, on a tous envie d'avoir une petite belle histoire, c'est un peu cool. C'est vraiment
C'est j'ai participé à un événement business, je fumais une clope avec quelqu'un, on s'est bien marré, puis au final on a discuté, et maintenant on travaille ensemble. Ça fait plaisir, on est content de l'entendre. Imaginez des gens que vous avez peut-être rencontrés à la Station F qui sont devenus vos partenaires pour différentes raisons. En mode, j'étais à la Station F, je prenais un café, puis on a discuté 5 minutes, puis en fait on avait des points communs. Communiquez-le sur LinkedIn. C'est même la meilleure manière d'officialiser quelque chose. Enfin, moi je le dis très premier degré, mais vous l'officialisez en disant nous avons signé un partenariat avec un tel. Ou non, c'était une histoire incroyable. On était à la cafétéria, puis je me retourne, je renverse mon café, j'étais ultra mal à l'aise, mais en fait, on a discuté un peu, c'était trop cool. Et puis au final, on s'est rendu compte que nos deux boîtes avaient plein de trucs à faire ensemble, et donc du coup, nous vous annonçons le partenariat entre eux. Tac. Un peu plus engageant. Je vous dis même, parce que même moi, je me suis pour le coup marré, et de plus en plus, maintenant, je fais des annonces officielles sous forme de mème. Genre, on est arrivé sur Snapchat, et genre, j'ai pris mon associé et moi en photo, et j'ai remplacé ma tête par la tête du crayon, et mon associé par la tête de Snapchat, et ça fait en mode Snapchat et le crayon qui se serrent la main, tu vois. C'est juste parce que c'est quoi, on veut un truc X, Snapchat, extrêmement design et tout. On l'a vu et revu. Engageons différemment, tentons des trucs un peu différents. Et encore une fois, parce que ma cible, c'est les médias, les réseaux sociaux, le contenu. Pas besoin d'être corpo, moi. Même l'inverse, on n'aurait pas envie de me regarder si j'étais corpo. Le like de réciprocité, quand on t'envoie de la valeur, donc ça c'est Théo Lyon de Kudak. En gros, l'année était du contenu très court, 23 ne sera pas à radoucissement, à la polarisation. Donc en gros, je vous le résume parce que vous allez avoir le temps de tout lire, mais en gros, ce n'est pas que le format court a gagné, c'est qu'il y aura des formats très courts et des formats très longs. Donc ceux qui sont au milieu, vous aurez perdu. Voilà le mec, l'info qu'il nous donne. Merci pour l'info. Du coup, je ne vais pas faire des vidéos de 10 minutes, je vais faire des vidéos de moins de 1 minute et de plus de 45 minutes. Merci pour l'info. Après, c'est son analyse, on peut ne pas être d'accord, mais merci pour l'info de... En gros, lui donne ses métriques des vidéos qui ont le mieux marché. Il a mis un petit truc un peu putaclic pour que les gens regardent et lisent. Et en fait, il nous apporte une information. Merci Théo de nous apporter une information. Je te lâche un petit like. Vous voyez ? Merci. En plus, on est dans des industries communes. Donc moi, pour le coup, quand je le suis, il m'apporte des informations sur mon industrie aussi. Parce que sur sa chaîne YouTube, il teste quelque chose que moi, je peux reproduire sur la mienne. Il me donne des informations dont j'ai besoin pour continuer de faire grandir mon business. Donc du coup, je lui lâche un like de soutien parce que c'est cool pour moi que quelqu'un ait fait ce travail d'analyse ou de réflexion. Donc du coup, like de valeur. Et le dernier, c'est du coup le mindfuck. Le mindfuck, c'est Geoffroy Roux de Bézieux, qui est quand même le patron du MEDEF, qui appelle l'État à faire travailler les femmes de ménage pendant les heures de bureau. Le mindfuck absolu, c'est-à-dire un patron du MEDEF défendant les employés de ménage. C'est quand même un truc qui n'est pas beaucoup arrivé. Et donc du coup, le mec nous envoie un message pour nous dire en gros, c'est génial, c'est le patron du MEDEF qui défend mon propre message, ce qui est un mindfuck parce qu'à la base, on ne s'attend pas du tout à ce que le patron du MEDEF défende le message d'un entrepreneur qui se bat pour une cause extrêmement RSE, pas du tout très sensibilisé pour les grands groupes. Et du coup, c'est un mindfuck, on est convaincu qu'il a raison parce que là c'est même une masterclass, il n'essaye même pas de nous convaincre, là c'est même... Il enfonce le clou parce que lui il est d'accord et on peut être d'accord, mais même le MEDEF est d'accord, donc là il n'y a même plus à être en désaccord. Donc du coup tout le monde envoie sa batterie de likes parce que c'est une très bonne cause et maintenant que tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord. Et donc du coup ça permet d'enfoncer le clou. Et donc, du coup ça fait des très bons scores. Et ça c'est vraiment ce truc je vais pas dire d'avis tranché qui nous convainc, parce que là pour le coup c'est même pas ce que je vous avais décrit sur le côté Elon Musk est un gars cool ou pas cool, c'est vraiment le côté en mode genre vraiment... Mon message que je vous partage, parce que c'est quelqu'un qui partage des messages régulièrement comme ça, le message que je vous partage depuis un an et demi, maintenant même le MEDEF est d'accord. Donc c'est un peu, c'est une célébration de foot quoi. J'ai mis un but et regardez, j'avais raison en fait depuis le début. Au point que même le summum du capitalisme français est d'accord avec moi. Voilà, mais c'est très puissant comme truc. Tac. Et donc du coup, comment écrire ces posts LinkedIn? Ça c'est ma propre pub, nous on le fait, donc voilà, si vous n'avez pas envie de le faire vous-même, si vous n'avez ni le temps, ni l'envie de vous y mettre et que vous y voyez un intérêt et que vous avez le budget, nous on le fera avec très grand plaisir. Pour donner un ordre d'idée, en gros, on fait payer 1000 balles pour 4 posts par mois, 1500 pour 8 posts par mois, 2000 balles pour 12 posts par mois. Et on s'arrête là parce qu'après ça fait trop, on trouve qu'on estime que l'argent n'est pas bien investi du client si jamais il va au-delà de ça. Juste que vous ayez l'idée. Et un peu les prix du marché, à part Linker, je ne connais pas d'autres agences qui le fait, c'est à peu près sur ces chiffres-là. Mais bref, si vous ne voulez pas et que vous voulez le faire vous-même, ce que je peux vous recommander aussi, parce que ça reste un skill important à développer, il y a 3 choses hyper importantes à garder à l'esprit quand vous allez commencer à vraiment publier. La première, c'est écrire en batch. Qu'est-ce que ça veut dire? N'écrivez jamais un post seul, fin. Et n'écrivez pas un post tous les jours avant de le poster. Dédiez-vous une session, 2 heures, 4 heures, 6 heures, le temps que vous voulez, et écrivez le maximum de posts là-dedans. Pour 3 raisons. La première, c'est que votre post d'après
sera toujours meilleur que le poste numéro 2 et numéro 3 seront toujours meilleurs que le poste numéro 1 et numéro 2, et ainsi de suite. Parce que vous commencez à prendre l'énergie, à prendre l'inspiration, et vous êtes de plus en plus fluide. Donc les posts sont de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on les écrit. Les posts sont écrits de plus en plus rapidement, au fur et à mesure qu'on les écrit, et les posts sont de plus en plus alignés avec ce qu'on a au fond de nous-mêmes au fur et à mesure qu'on les écrit. Parce qu'on rentre en état de flow, et donc du coup on est concentré, et donc du coup on ne pense plus au reste. On n'est plus tracassé par nos petits trucs quotidiens comme on est dans le travail, quand on scrolle sur LinkedIn en répondant à un mail, en écoutant un peu de musique, en discutant avec son collègue. Là, on n'est pas concentré. Là, en flow, on est vraiment, tout se coupe et on est complètement concentré vers l'objectif. Donc écrire en batch, vraiment un conseil. Et si je vous conseille surtout de revenir après derrière sur vos posts. Vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. Ça m'arrive de ne pas le faire, pour être très franc. Mais la majorité du temps, je reviens sur mes posts 5 minutes, même pas besoin de plus. Je le relis. Est-ce qu'il n'y a pas un mot qui est mieux qu'un autre? Est-ce qu'il n'y a pas une petite faute d'orthographe qui traîne par-ci par-là? Est-ce qu'il n'y a pas un saut de ligne ou une meilleure photo à trouver? Et après, tac, derrière, je publie si jamais ça me plaît. Ça n'a pas de conséquences, justement, les modifications sur le reach d'un post? Si on modifie dans les 20 premières minutes, si. D'après je vous enverrai si vous voulez, il y a un article très intéressant d'un Américain sur le sujet qui explique toutes les augmentations ou baisses de reach en fonction d'un comportement ou un autre sur la plateforme. Et apparemment, quand on modifie le post moins de 20 minutes après avoir posté, ça baisse le reach de, je crois, 10%, quelque chose comme ça. Mais comme toujours, si ton post est excellent, c'est 10% de 100 000 vues. Si ton post est nul, c'est 10% de 1000 vues. Donc c'est toujours la même chose. Ça ne changera pas le fait que tu feras 90 000 vues ou 900 vues. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, il y a une petite bonification. Traquer les best performing posts. Terme ultra classique dans le contenu, le BPP, c'est qu'est-ce qui a le mieux marché. Important, si ce qui a le mieux marché ne vous aide pas dans votre business, ça a le mieux marché en termes de vues et de stats, mais c'est peut-être pas ce que vous devez faire ou poursuivre. En revanche, si vous avez un post qui vous a rapporté des vues, des likes, des abonnés et des deals, pourquoi? Comprenez pourquoi. Comment le répéter? Comment le répéter indéfiniment même? Parce qu'après, ça devient comme des ads digital. Je paye 10 et je récupère 20. Je mets 10 jusqu'à l'infini, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil pour le coup sur les best performing posts. Il faut vraiment les analyser. Si jamais vous postez, et qu'au bout de 6 mois, vous n'avez toujours pas la réponse de pourquoi certains font 20 likes et certains font 100 likes, c'est quand même con, quoi. Il y aurait quand même des trucs à optimiser sur ceux qui font 100 likes. Évidemment, 100 likes à l'aune de le business que ça me rapporte, l'attraction que ça me rapporte, l'autorité que ça me procure. Si jamais c'est faire 100 likes pour raconter une histoire qui n'a rien à voir avec votre business, ça fait plaisir, mais ce n'est pas utile. Donc voilà, traquer les best performing posts. Et communiquer sur les actus. Et les actus, j'ai fait exprès de laisser le flou. Ce n'est pas seulement vos actus, c'est les actus tout court. Vos actus, évidemment. Et brandez-les de manière amusante. Comme je vous ai dit, si votre public n'est pas trop corporate et que vous pouvez faire un mème pour communiquer, faites un mème pour communiquer. Elon Musk le fait, ça n'empêche pas de plutôt être un bon entrepreneur, mine de rien. Donc vous, ça ira, sauf si vos cibles, c'est des corpos. Hein. Mais si vos cibles ne sont pas des corpos, un mème sera toujours plus efficace qu'une photo officielle trop corporate, dont en fait votre famille sera fière, mais dont les gens qui ne vous connaissent pas trop s'en foutront un peu. Un mème, l'avantage, c'est que ça fait marrer tout le monde. Donc même quand on ne vous connaît pas, allez, c'est marrant, on y va, tu vois. On envoie un like de soutien. Donc communiquez sur vos actus, ça c'est vraiment important. Négligez aucune actu. Je ferai un post sur le fait que j'ai fait une conférence aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Je néglige aucune actu. Je fais une conférence à la station F, et du coup, en plus, je vais le brander. J'ai fait une conférence à la station F. La station F, c'est le repère des entrepreneurs. Enfin, tu vois, tu mets un peu de violon, tu brandes le truc, quoi. Tu communiques bien, tu vends bien le truc. C'est comme une brosse à dents électronique, hein, une brosse à dents électrique. Une brosse à dents électrique en fait, elle vous brosse les dents et beaucoup plus vite et vous n'avez pas besoin de frotter. Et cette brosse à dents-là, c'est un bijou de technologie. C'est 5 ans de recherche pour réussir à être au plus proche possible de toutes les parties de votre dent. Vous voyez très bien qu'il y a une différence entre les deux. C'est le même putain d'objet. C'est la même putain de conférence. Soit je dis, ouais, j'ai fait une conférence, il y avait des chaises de toutes les couleurs et puis les gars étaient cool. Ou j'étais à la station F, le temple de l'entrepreneuriat parisien. C'est incroyable de voir une telle énergie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même putain de situation de base. C'est juste comment vous le racontez, comment vous le storytellez, comment vous le vendez, comment vous le copyrightez. Et quand je dis les actus, je fais exprès de laisser le flou parce qu'il y a aussi les actus tout court. Et les actus tout court, c'est l'actualité. L'actualité entrepreneuriale, la FTX qui se crache et qui emmène toutes les cryptos avec elle. Je sais pas, Xavier Niel qui ouvre une école de dev qui s'appelle, de data scientist qui s'appelle Albert School. Total qui veut faire l'oléoduc en Ouganda, ce genre de trucs. Ce sont des actualités. L'attention du grand public est focalisée là-dessus. Si vous arrivez à relier ces actualités à votre business, vous pouvez
capter l'attention qu'il y a sur ces actualités pour la ramener vers votre business. Et c'est incroyablement puissant parce que, si jamais, je prends un exemple, parce que c'est un YouTuber que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Victor Ferry, qui parle de rhétorique. Donc son but, lui, c'est d'éduquer tout un chacun à la parole en public, l'art oratoire, le fait de pouvoir faire passer un message clairement et engagé avec ce message-là. Il peut très bien faire une masterclass sur Socrate, ça sera passionnant. Mais si cette semaine-là, il y a Louis Boyard et Cyril Hanouna, il aurait tort de se priver de l'analyse rhétorique de Cyril Hanouna et de Louis Boyard. Parce qu'il y en a l'un qui va faire 10 000 vues sur YouTube, il y a l'autre qui va faire 300 000 vues. Et à un moment, choisissez aussi votre combat. C'est très cool de faire le truc de Socrate, mais c'est un tofu. Non, c'est un beau fou, c'est un bottom fidèle. Alors que pour le coup, le truc Louis Boyard, Cyril Hanouna, c'est vraiment tout le monde en parle. Et pour le coup, nous, on ne l'a pas fait sur le crayon. Là, pour le coup, on a été mauvais. Il aurait fallu qu'Antonin, mon rédacteur en chef, réagisse tout de suite sur LinkedIn en disant « Cette séquence-là est ultra intéressante parce qu'on se rend compte qu'en fait, la liberté d'expression, ceci, la prise de parole, cela, la concentration des médias comme ci, le respect d'un député comme ça, peu importe l'avis qu'il y aurait donné. » Ça aurait fait parler du crayon, qui est un média de débat, qui permet à tout le monde de s'exprimer. C'était quand même très dans la thématique. Mais il y a plein d'autres actualités, je prenais l'exemple de celle des cryptos, mais il y en a d'autres, qui vont concentrer une grande somme d'attention, comme si l'attention était une denrée à part entière, comme de l'eau, comme de l'argent, comme des trucs comme ça. Et que cette attention-là, vous essayez de prendre un bout de cette attention pour la reconcentrer vers votre business. Et je reprends le business des freelances, j'ai pris beaucoup ça en exemple parce que je connais assez bien cette industrie-là. Il peut y avoir plein de questions, par exemple sur la loi travail El Khomri. La loi travail El Khomri, tu as 10 postes devant toi pour aller découper le sujet parce que regardez comment on traite les CDI et tout, la liberté des freelances, se construire sa propre indépendance. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Sur le Covid, on s'est rendu compte que rien n'était sûr, qu'un CDI était en fait même beaucoup moins sûr aujourd'hui qu'un truc de freelance, que des vraies compétences, tac. Et en fait, tu profites de sujets que tout le monde connaît pour s'octroyer l'attention que ça génère vers soi-même, vers son business. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Une question, est-ce que tu as des outils justement pour t'organiser au quotidien dans la manière déjà d'avoir des idées, aussi dans la rédaction de contenu, et enfin le suivi, l'analyse, comme tu parlais de tracker. Si tu peux le répéter. Ouais. Sur les outils pour créer au mieux sur LinkedIn, moi j'utilise beaucoup Notion. Sur quasi tout ce que tu as décrit, j'utilise Notion. Mais globalement, point par point, sur le fait d'avoir le plus d'idées possible, c'est très simple. Dès que tu parles de quelque chose à quelqu'un, dès que tu as une conversation business et que la personne a l'air d'être assez intéressée par ce que tu dis, même quand c'est... je vais revenir là-dessus parce que c'est quand même, je pense, ce qu'il y a... Voilà. Tac. Donc du coup, dès que tu as des idées, c'est aussi con que ça, mais dès que tu parles avec quelqu'un et que vous avez une conversation que toi tu trouves intéressante et que l'autre personne trouve intéressante, qu'elle trouve ton avis intéressant, tu le notes. Tu prends un Notion, tu le notes, tu fais un petit rond et tu notes ton idée. Et tu notes ton idée, tu notes ton idée. Tu coupes la putain de conversation pour noter ton idée. Je suis très, très hard là-dessus, mais tu coupes la conversation, tu notes ton idée, 2 secondes, je note mon idée, et puis tu reviens à la conversation. Parce que sinon tu l'auras oublié et que des idées, c'est une phrase très simple, mais tout le monde a au moins une bonne idée par jour, une bonne analyse par jour. Juste notez-la et vous aurez un post par jour. C'est pour le coup très simple par rapport à ça. Sur l'écriture, il y a des frameworks, mais pour le coup, j'essaie de ne pas m'enfermer à titre perso, même si pour le coup, je sais qu'au début, quand tu commences, c'est utile. Moi, ce que je ferais, c'est que je regarderais les meilleurs créateurs LinkedIn ou les créateurs LinkedIn que vous préférez et voir s'ils ont des schémas similaires. Des schémas du style les 3 raisons qui font que que tel type de personnes font tel type de truc. Et tu déroules 3 raisons. Ou les 7 raisons ou les 7 moyens de faire tel truc. Là, tu fais juste, sans détailler, une liste de 7 trucs. Et ça, c'est des choses, ça fonctionne quand même un peu toujours. Mais pour le coup, sur les cadres, les frames, chacun a un peu sa liberté de truc. Moi, j'aime bien me laisser assez libre, mais si tu as besoin d'être un peu cadré, prends 3-4 posts avec des formes différentes, mets-les sur un Notion un peu sur le côté, et à chaque fois, écris tes posts en miroir avec ces trucs-là. Et sur les chiffres, c'est très simple, tu peux les exporter de LinkedIn. Moi, je les exporte tous les mois, j'essaie d'en tirer des conclusions intéressantes, sachant que quand je fais beaucoup de vues ou moins de vues, enfin quand je fais plus de vues ou moins de vues, je ne retire pas des conclusions définitives. Parfois, c'est lié à un post qui a surperformé, parfois c'est lié à une semaine où j'ai publié que 2 fois au lieu de 5. Enfin, il y a plein de variances différentes. Pour moi, la métrique que je traque, simplement, c'est le nombre de business qui nous vient de LinkedIn. Si ça, c'est en baisse drastique, là, je me pose une question dangereuse. Sinon, je ne traque pas tant que ça, aussi parce que j'ai l'avantage
que ce ne sera peut-être pas le cas de vous tous, mais d'être 4. Donc du coup, en 4, on peut envoyer une stratégie Avengers qui fait qu'on couvre un territoire de dingue sur LinkedIn, quoi, en fait. Justement, j'ai une question. C'est quand toi et tes associés, du coup, vous avez un segment qui est bien identifié pour chacun. Si jamais tu couvres le même produit et du coup la même cible de clients, comment est-ce que tu vas te répartir forcément le personal branding à plusieurs? Bah, là, tu vas faire un post centralisé que certains vont, ou dont les autres vont republier avec l'outil un peu retweet qu'a lancé LinkedIn. Exemple, au moment où on a annoncé notre nouvelle charte graphique et on permettait de réexpliquer encore une fois, mais bien dans un seul post, nos 3 activités et comment on les monétisait, comment ça se passait et comment ça fonctionnait, j'ai demandé du coup à toute mon équipe de retweeter, mais notamment à mes 3 associés pour qu'eux n'aient pas besoin de faire le même post. Et du coup, je sais plus, j'ai dû faire peut-être 40 000 ou 50 000 vues sur ce post-là, tu vois. Et là, pour le coup, c'était pas un post, certes d'annonce officielle, mais c'était pas un post où j'apportais de la valeur aux gens. C'était vraiment un post où j'explique ce que je fais, quoi. Tu vois, c'est vraiment magnifique de faire 50 000 vues par rapport à ça. On a dû avoir peut-être 10 ou 15 leads sur ce post-là. Ok. Et du coup, ma question c'était plus, imaginons que vous ayez que le crayon comme activité. Ouais. Est-ce que tu demanderais quand même à tes 3 associés, en partant du principe que c'est toi qui fasses le personal branding principal, de faire aussi? Ouais. Et comment est-ce que vous synchroniserez vos personal branding? Est-ce qu'il y en aurait genre un sur une thématique particulière? C'est exactement ça. Alors, ce qu'on ferait, c'est même on devait tous poster sur la même thématique. En fait, on prendrait des aspects de cette thématique-là. Donc, par exemple, vous, dans le cas de Artemis, donc du coup, je le dis parce que peut-être que les gens ont oublié, mais c'est en gros du recrutement de talents par les réseaux sociaux. Je parlerai de réseaux sociaux, de talents et du monde du recrutement. Okay, 3 sujets, chacun le sien. Et après, il y a peut-être pas avoir un post un peu masterclass où là, il y en a l'un de vous 3 qui est celui que vous considérez comme le central, on va dire l'originel, qui va poster un jour un post que vous deux vous ripostez parce que là, il faut concentrer la force sur un post. Mais prenez chacun une thématique. Et en vrai, vous pourriez être 10 avec 10 thématiques différentes sur n'importe quelle boîte. Il y a très peu de projets qui sont simplistes au point de représenter qu'un seul axe de communication. Et le fait d'en avoir plusieurs fait que vous êtes contacté par différentes personnes, par des talents, par des experts d'influence, par des boîtes de recrutement, par des grandes entreprises. Et en fait, de faire rentrer les trucs par différents niveaux. Si tu montes une marketplace, par exemple, et que tu es 2, c'est très simple. Il y en a un qui prend les vendeurs, un qui prend les acheteurs. Simple. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là, en fait, où tu réussis à avoir une double stratégie. Et le truc, c'est que vous ne vous rendez pas compte parce que vous vivez dans la même bulle, mais peut-être que vos contenus ne vivront pas du tout dans la même bulle. Donc, en fait, vos bulles communes, ça sera ça. Donc, il y a un petit truc en commun, mais le reste, c'est des gens complètement différents. Donc, ça couvre plus de territoire. Donc, de toute façon, vous avez intérêt à le faire, en vrai. Après, il y a des entreprises qui ont dit il y a une seule personne qui est personal brandée et on met all-in dessus. C'est un choix. Moi, j'aime bien la stratégie Avengers. Je trouve que c'est très dans l'air du temps. Pas seulement avec le film, hein. Je trouve que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Je trouve que l'activité un peu réseaux sociaux en ce moment est très focalisée sur cette stratégie Avengers, c'est-à-dire en gros l'idée que plusieurs profils très connus et avec des communautés différentes réunis créent des projets dont l'explosion dépasse la somme de ces talents-là, en fait. Je pense que ceux qui ont donné un peu le coup d'envoi en France, c'est Bande Organisée, avec Jul. Mais après, depuis, on a eu pas mal de trucs assez intéressants dans les films, dans les séries. Et là, très récemment, le Grand Prix Explorer, qui est quand même bien montré à tout le monde qu'on préférait regarder des youtubeurs faire de la voiture que des professionnels faire de la voiture. C'est quand même une bonne information. Ça veut dire que théoriquement, c'est con ce que je veux dire, mais un Lille-Rennes ferait moins de vues qu'un youtubeur versus instagrammeur sur un terrain de foot. Ça pose quand même question quand tu as des gens qui font du foot depuis qu'ils ont 5 ans et qui se battent comme des dingues. Mais vraiment, hein, c'est intéressant. Et ça, pourquoi? Parce que Avengers. Oui, j'ai une question par rapport aux posts un peu unpopular opinion, ouais. Ou ceux qui vont amener un peu le buzz. Est-ce que sur LinkedIn, tu as un risque, comme sur d'autres réseaux sociaux, d'avoir un gros bad buzz et où du coup tu peux, en gros, faire ce genre de truc, ça va te faire prendre des risques. Surtout, je vais ramener un peu à ma situation quand tu t'engages dans la sphère politique. On sait qu'il y a des choses qui sont un peu tricky à dire. Et du coup, est-ce que LinkedIn, ça présente des dangers par rapport à ça ou justement c'est un réseau un peu plus safe que, genre, je sais pas, Twitter par exemple? Alors, c'est plus safe que Twitter, mais rien. Est-ce qu'il y a moins safe que Twitter? Je sais pas, mais. Rien à voir, c'est vraiment plus safe que Twitter. Mais pour moi, la question, elle doit plutôt se poser dans l'autre sens. C'est avec qui tu n'as pas envie de t'embrouiller. Donc, tu n'as pas envie de t'embrouiller avec des clients potentiels, plus ou moins. Dis-toi, est-ce qu'en postant ça, je risque de m'embrouiller avec des clients potentiels? Sinon, tu t'en fous de t'embrouiller avec d'autres gens. Tu t'en fous de t'embrouiller avec d'autres gens. Quelqu'un qui a une marque végane s'en fout complètement de s'embrouiller avec l'association du barbecue. C'est une publicité magnifique. Parce que le clash entre les deux
va donner envie à des gens de bouffer de la viande, de bouffer vegan. Donc en fait, c'est un peu toujours le truc, en fait, en clash, il y a les deux qui montent, quoi. Si tu as un clash entre Booba et Caris, bah, les écoutes de Booba augmentent, mais les écoutes de Caris augmentent aussi. Donc en fait, c'est limite, j'ai envie de dire, je sais pas, Nino et Orelsan qui en payent le prix à ce moment-là. Tu as tout intérêt, pour le coup là-dessus, à ne pas t'embrouiller avec tes clients, parce que bah, c'est quand même eux qui vont te nourrir à la fin, mais derrière, d'attaquer ou d'être très offensif, y compris auprès de gens que tu comptes croiser dans ton écosystème, mais qui ne seront jamais les gens qui vont directement te donner de l'argent, tu vois. Parce que eux, pour le coup, ils peuvent faire caisse de résonance. Et n'oublie jamais que quelqu'un qui te découvre en n'étant pas d'accord, c'est comme quelqu'un qui te découvre que tu peux convaincre dans le temps. Quelqu'un qui ne te découvre pas, bah, il ne te découvre pas. Donc il n'en sait rien et il n'existe pas, quoi, tu vois. Et je le dis parce que moi, ça m'est arrivé de faire 2-3 bad buzz sur LinkedIn, mais ça date un peu plus, tu vois. Et notamment parce qu'en gros, j'avais expliqué qu'avec le Covid et en tant qu'entrepreneur, je travaillais y compris le week-end, et que je m'étais fait rabâcher parce que j'avais proposé un rendez-vous professionnel le week-end. Et du coup, je demandais si jamais c'était si hard d'avoir proposé un rendez-vous le week-end. Et là, les gens, du coup, ont pris mon poste en tant que totem de le week-end, c'est en mode genre espèce de gros enculé, vraiment, qu'est-ce que tu fous, c'est n'importe quoi, pas le week-end et tout. Et il y a même des gens qui ont commenté en mode genre j'aimerais emmener mon fils au parc, mais Valorant Liberto veut m'en empêcher. Enfin, tu sais, des trucs. Je suis en mode non, mollo, hein, je pose juste la question, voilà, tu vois. Personne ne m'en a plus jamais reparlé 2 semaines après le post, quoi, tu vois. Donc j'ai du mal à mesurer à quel point. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils retiennent même pas ton nom quand ils te clashent sur les réseaux, en fait. Ils ont juste envie de taper sur une opinion, et d'ailleurs, qui n'est même pas la tienne, qui est celle qu'ils aimeraient que tu aies de manière hard pour taper dessus vraiment, tu vois. Les gens qui tapent sur Hanouna ou Louis Boyard, là, depuis une semaine, 2 semaines, je prends cet exemple-là, parce que c'est celui que tout le monde a un peu dans la tête en ce moment, dans l'actualité. Personne n'est 100% pour la concentration des médias, y compris Hanouna, en vrai, même s'il est obligé un peu de la défendre. Et personne ne pense sincèrement que Louis Boyard est le gardien de la liberté d'expression, alors qu'il veut que globalement, de LR jusqu'à RN et Reconquête, il n'ait pas le droit de parler dans les médias. Donc globalement, en termes de liberté d'expression, lui non plus, on n'y croit pas trop. Juste, en fait, bon, chacun essaie de défendre sa maison, et la réalité, c'est que les deux grandissent avec ça, quoi. Je veux dire que faire des vues, ça vaut le coup, quoi qu'il arrive. Mais si toi, tu es aligné avec ton message, si tes équipes sont alignées avec ton message, et si tes clients les plus fidèles sont alignés avec ton message, même si ça part bad buzz, c'est pas la fin du monde. Tu pourras même communiquer en disant que c'est parti sur bad buzz et que c'est révélateur du coup d'eux, et puis après tu peux réenchaîner là-dessus, tu vois. Par rapport au tofu, bofu par exemple, ouais. Est-ce que dans ton organisation tu as une segmentation, genre lundi, mardi je parle que du tofu, enfin m'adresse au tofu, et ensuite le reste de la semaine au bofu? Ou est-ce que tu as une organisation du type, en fait j'ai analysé et je sais que en fait il n'y a que le bofu qui fonctionne maintenant et j'ai pas forcément besoin de me focus sur le tofu, du coup on me focus uniquement sur le bofu. Bon, c'est quoi ton organisation par rapport à... Moi, je poste 4-5 fois par semaine, en gros, sur LinkedIn. Jamais plus, parce que je trouve que c'est pesant pour les gens, et les gens ont l'impression qu'il faut que ça de ta journée, alors que moi, je les écris plutôt sur une plage horaire de 2 heures le vendredi après-midi. Et après, derrière, je les redistribue la semaine d'après. Moi, j'essaie toujours, chaque semaine, d'avoir 2 tofu, un mofu et 2 bofu. Je trouve que c'est le bon équilibre. Mais c'est mon équilibre à moi qui me va. Chacun aura son équilibre à soi. Moi, je vous le recommande simplement parce que je trouve que c'est un bon équilibre. Mais globalement, on va dire 1 sur 3, quoi, tu vois. Après, en gros, pourquoi avoir toujours au moins un tofu dans tous les 3 posts ou tous les 4 posts pour que le compte continue d'avoir de l'activité, du trafic, de la visibilité et tout, et au moins un bofu tous les 3 posts aussi, ou tous les 4 posts, pour que vraiment les gens comprennent ta proposition de valeur. Après, le reste, franchement, c'est du freeride. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le post LinkedIn d'un entrepreneur ce matin que je suis tombé là-dessus, qui m'a fait un peu marrer, même si je trouve un peu too much. Il disait tant que tu fais pas 1 million de vues sur LinkedIn, post. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est une manière un peu de dire aussi, avant de dompter l'algorithme, d'avoir le framework parfait, d'avoir automatisé tout de A à Z, écris des trucs qui te plaisent, poste et essaie d'identifier dans quelle grille de lecture que j'ai partagé là, mais qui sont pas que les miennes, hein, qui sont juste 2 ans de connaissances accumulées sur la plateforme, et que j'ai essayé de recracher avec les frames de certaines personnes, les miens, enfin ceux que nous on a construits en interne avec le surligneur, et ceux qu'on trouve grâce aux algorithmes. Et ces frames-là, c'est de voir, en écrivant un peu à l'instinct, dans quel truc il rentre. Et en fait, tu vas commencer de plus en plus à comprendre où est-ce que ton écriture va instinctivement. Et si elle va instinctivement vers du tofu, pourquoi tu n'irais pas chercher un peu de bofu? Ou l'inverse. Normalement, si vous êtes plutôt très pragmatique, business, premier degré, vous allez plutôt vouloir faire des bofus à l'instinct. Si vous êtes très personal branding, vous aimez bien un peu raconter votre histoire, vous aimez bien un peu prendre la lumière, vous allez plutôt être tofu. Par défaut, on va dire, dans votre écriture. Essayez de l'identifier et de voir comment vous pouvez évoluer là-dessus, en fait, et accompagner ce mouvement-là. Et du coup, vous dire, en fait, c'est surtout l'important, c'est écrire à l'instinct par rapport à ça, et après, identifier dans quelle case ça rentre. Et voir les cases qui te manquent, par exemple. Moi, c'est plutôt comme ça que je ferais.
Est-ce qu'on ne prend pas le risque des fois aussi d'épuiser, je pense notamment aux likes de soutien? Parce que moi je sais que dans mes typos de likes, je vais avoir des gens business, mais je vais avoir éventuellement des copains, des gens comme ça où je sais qu'ils vont liker dès que je poste. Et du coup sur l'équilibre aussi, en fait si, comme tu dis, si on se met à avoir du postage agressif un petit peu, qu'eux ils soient là, du coup je likais, mais bon j'en ai marre un peu d'avoir des trucs qui en plus au final... C'est pour ça que je te parlais de ça. Je disais, ça, c'est un truc qui est au moins rassurant, c'est que personne ne te reprochera jamais de faire ça. Ouais. Oublie pas qu'une Justine Hutto, elle a posté beaucoup de trucs qui sont en mode like de soutien et like de connivence, et ça a marché pour elle. Et après, en fait, tu feras 200 likes grâce à tel type de soutien, et le post d'après, tu feras un peu moins, peut-être 150 likes ou 100 likes, mais ça sera peut-être d'autres gens aussi. Et donc, en fait, tu continues de rameuter, tu continues de créer du trafic, tu vois. Je pense que le but, c'est de rester en mouvement et après de rester en mouvement, continuer de poster et de traquer tes résultats et voir dans quelle catégorie tu peux les classer. Et après, toi, tu vois que si tu te dis, bon, attends, c'est quoi mon truc du mois? J'en ai fait 3 comme ça, j'en ai fait 10 comme ça, j'en ai fait 3 comme ça et 2 comme ça. Bon, il y en a peut-être un peu trop là. Je rééquilibre. Et je rééquilibre pas juste parce qu'il faut rééquilibrer, il faut que tout soit 25, 25, 25, 25, ça n'aurait aucun sens. Juste parce que j'ai l'impression d'avoir un peu tiré sur une corde qui saoule les gens. Si tu fais que de la réciprocité, donc si tu fais que de la valeur, tu as l'air aussi très déshumanisé, tu vois. Donc c'est pour ça, faut surtout équilibrer, il faut aérer quoi en fait. Et c'est con, mais demander à un ami ou une amie ou quelqu'un de votre famille qui est totalement externe à votre boîte et au milieu dans lequel vous êtes, un retour sur ce que vous faites, tu vois. Ce sera toujours très utile de pouvoir être certain de ne pas passer pour quelqu'un de complètement allumé, tu vois. Moi, j'avais une question toujours sur la récurrence. Ouais. Là, tu postes tous les jours, mais ça me paraît vraiment, partant de rien, ouais. Ça va être compliqué. Est-ce que ça a vraiment un impact sur, j'imagine c'est comme sur Insta, qu'il faut vraiment avoir, c'est mieux de faire, c'est quoi le bon rythme pour poster L'idéal, c'est quand même un par jour. 5 par semaine, quoi. Les 5 jours ouvrés de la semaine, c'est l'idéal selon... Si tu avais tout le temps du monde, moi, c'est ce que je te conseillerais de faire. Je te conseillerais même pas de faire 8 ou 10. Je te conseillerais de faire 5. Ceci étant dit, dans une typologie où LinkedIn et les réseaux ne sont pas ton truc principal à gérer et ce n'est pas un truc sur lequel tu mises all-in ou tu as une ligne très importante de ton business qui dépend de ça, je pense que déjà 2 par semaine, c'est déjà très bien et c'est suffisant pour que les gens comprennent ce que tu fais et engagent avec ton entreprise, ton business et ton projet. Pas besoin d'être tout le temps dessus et tout. Après, plus tu avances, et j'en reviens à ça, plus tu avances, plus en fait à la fin tu écris vite. Aujourd'hui, moi, à titre personnel, j'écris mes 5 posts par semaine, je les écris entre 1 heure et ça me prend 1h30 et 2 heures de les écrire. Donc en fait, 1h30, 2 heures pour faire globalement, on va dire, peut-être 100 000 vues par semaine, 150 000 vues par semaine. En vrai, c'est rentable, tu vois. Mais voilà, c'est ma réalité. Je ne conseille pas de faire un ramp-up un peu plus soft que faire de 0 à 4 posts par semaine, quoi. Non, c'est bien aussi parfois de commencer justement de 0 à 4 posts par semaine pendant un mois et après tu reviens à 2 ou à 1, tu vois. Ça, on t'a tout de suite identifié, tu as parlé des grosses thématiques que tu avais sur le cœur depuis, je sais pas, 3-4 mois que tu travaillais sans en parler. Et après, tu reprends un rythme un peu plus lié à ton actualité, lié à tes sentiments du moment, tu vois. Mais moi, pour le coup, si vous commencez, je vous conseille de commencer avec une semaine, vous postez 2, 3, 4 fois et vous postez vos messages vraiment importants. Le message de pourquoi je fais ce que je fais, de quels sont nos clients, enfin les gros trucs, quoi, les trucs un peu officiels, les trucs que vous dites à tout le monde. Avec typiquement des posts du style les questions cons auxquelles j'en ai marre de répondre. Qu'est-ce que tu fais, nanana, combien tu as d'employés, nanana, où est-ce que tu travailles, nanana, tu vois. Et du coup, tu fais toutes les questions un peu ta FAQ à toi perso. Tu peux avoir des genres de profils. Vas-y, dernière question. Oui, c'est quoi à peu près, on va dire, le nombre de vues sur un post qu'on devrait targeter pour, on va dire, se dire qu'on fait un job Ça dépend énormément de ton audience et ça dépend vraiment de beaucoup trop de facteurs pour avoir un chiffre clair. En tout cas, je pense que si jamais vous n'avez pas forcément de soutien de potes ou d'amis ou de famille, comme tu disais, mais que tu es vraiment un peu genre, tu débarques un peu de nulle part sur LinkedIn et pas trop de gens te suivent, pas trop de gens te connaissent, si tu commences à une moyenne de 20 à 40 likes par post, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un très bon score. Et si tu veux faire partie, on va dire, des 1% des gens qui écrivent des posts sur LinkedIn, ceux qui font plus de 100 likes, c'est le 1% des posts. Sachant qu'il y a 1% des gens qui postent sur la plateforme tout court, c'est dans le 1% des 1%. Dans les 0,1% des utilisateurs. Donc quand tu es au-dessus de 100 likes, c'est déjà, enfin, tu fais partie des meilleurs LinkedIners de ton pays, de ta zone, de ton industrie. Enfin, c'est le sommet du panier, 100 likes. Et après, quand tu es au-dessus, c'est carrément, c'est de toi qu'on parle, quoi. Tout dépend après de son réseau.
Quoi? Tout dépend de la... Oui, mais du réseau que tu vas développer en postant. N'oublie pas aussi ce détail-là. Parce qu'il y a des gens que tu vas jamais rencontrer de ta vie, mais juste vous commentez des posts entre vous parce que vous trouvez que c'est intéressant. Et en fait, c'est en commentant et en se renseignant sur ce qu'ils font que, en fait, vous avez peut-être jamais travaillé ensemble parce que c'est pas vos mêmes activités, mais t'aimes bien son message, il aime bien ton message, et du coup, hop là, tu vois. Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'était trop cool, hein.